Personne ne savait pourquoi le millionnaire était dans le coma jusqu'à ce qu'un enfant des rues découvre la vérité. Arthur Sterling était dans un état végétatif depuis 3 semaines à l'Heritage Private Medical Center de New York, laissant les médecins spécialistes et sa famille complètement désemparés quant à la cause de son effondrement soudain. Les meilleurs neurologues du pays avaient déjà effectué tous les tests possibles, mais aucun ne pouvait expliquer pourquoi cet homme d'affaires de 62 ans ne se réveillait tout simplement pas. C'est alors qu'une fillette de 5 ans, aux cheveux bruns en bataille et vêtue d'un manteau marron usé, réussit à se faufiler dans la chambre pour la 3e fois cette semaine-là. « Hé, tu ne peux pas rester ici !» cria l'infirmière Brenda en découvrant l'enfant à côté du lit, observant le visage de l'homme inconscient à l'aide d'une loupe qu'elle avait trouvée dans la poubelle. La fillette n'avait pas peur. Au contraire, elle désigna Arthur et dit avec tout le sérieux dont une enfant de 5 ans est capable. « Il ne dort pas comme tout le monde le pense. »« Qu'est-ce que tu as dit, petite? » Brenda cessa d'essayer de l'attraper, intriguée par cette déclaration. « Regarde ici. » La petite désigna les mains d'Arthur. Hier, ses doigts s'éteignent comme ça. Aujourd'hui, ils sont différents. Et quand cet homme en costume gris vient de lui rendre visite, il serre très fort les yeux. Brenda regarda les mains du patient. Elle semblait effectivement être dans une position légèrement différente de celle dont elle se souvenait, mais cela pouvait être normal ou simplement le fruit de son imagination. « Comment le sais-tu? Combien de fois es-tu venu ici? »« Ma mère travaillait ici avant de tomber malade, » répondit la fillette en baissant la tête. « Je connais chaque recoin. Je sais où se trouvent les caméras et où il n'y en a pas. » Brenda soupira. Encore une enfant abandonnée qui errait dans l'hôpital. Cela arrivait plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. « Comment t'appelles-tu? »« Penelope. Mais tout le monde m'appelle Penny. Penny, tu ne peux pas rester ici. Ce monsieur est très malade et a besoin de calme. »« Mais il entend tout, » insista la fillette. « Quand sa fille crie dans le couloir, il bouge un peu la tête. Quand de la musique joue dans la chambre d'à côté, il tape du pied. Tu ne le vois pas parce que tu ne fais pas attention. » Brenda essaya d'être patiente. Les enfants avaient une imagination débordante, surtout ceux qui vivaient dans des situations difficiles. Penny, les personnes dans le coma ne réagissent pas comme ça. Les médecins ont déjà expliqué à la famille qu'il ne peut ni entendre ni sentir quoi que ce soit. Alors pourquoi fronce-t-il les sourcils quand l'homme en costume gris apporte ces fleurs qui sentent mauvais? Rétorqua Penelope en croisant ses petits bras. Brenda s'arrêta. Quelles fleurs? Elle ne se souvenait pas qu'un visiteur ait apporté des fleurs à l'odeur forte. Quel homme en costume gris? Celui qui vient tous les jours après le déjeuner. Il chuchote à l'oreille du monsieur et tripote toujours ses petits tubes. Penelope désigna le matériel de perfusion. Le cœur de Brenda se mit à battre à toute vitesse. Les visiteurs ne doivent pas toucher le matériel médical. C'est strictement interdit. Penny, es-tu sûre d'avoir vu quelqu'un tripoter la perfusion? Oui. Il regarde toujours autour de lui d'abord, comme s'il faisait quelque chose de mal. Puis le monsieur devient plus calme, arrête de bouger les doigts. Brenda s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de la fillette. « Peux-tu me montrer comment cet homme tripote la perfusion? » Penelope acquiesça et se dirigea vers le pied à perfusion. Avec des mouvements précis pour une enfant de 5 ans, elle simula la manière dont quelqu'un injecterait quelque chose dans la perfusion. Comme ça, il prend une petite seringue dans sa poche et la met ici. Elle désigna le port d'injection. Puis il range tout rapidement et parle normalement. Brenda sentit un frisson la parcourir. Si la fillette disait la vérité, quelqu'un administrait des médicaments non autorisés à Arthur Sterling. « Penny, quand as-tu vu cela pour la dernière fois? » Hier, après que sa fille soit partie en pleurant, elle a crié après les médecins dans le couloir. Puis l'homme est arrivé et a dit qu'il allait réconforter le monsieur. C'est à ce moment-là qu'il a fait ce truc avec la petite seringue. Brenda regarda Arthur. Ses signes vitaux étaient instables. Mais et si quelque chose interférait réellement avec son rétablissement? Seriez-vous capable de reconnaître cet homme si vous le revoyez? Bien sûr. Il a une marque sombre sur le cou, juste ici. Penelope toucha son propre cou, et il porte toujours une montre en or très brillante. Brenda réfléchit rapidement. Elle devait vérifier s'il y avait un visiteur enregistré correspondant à la description de la fille. Mais d'abord, elle devait faire sortir l'enfant de là avant que quelqu'un d'autre ne la voie. « Penny, tu dois partir maintenant. Mais si tu revois cet homme, tu peux venir me trouver? Je m'appelle Brenda et je travaille ici. Tu vas aider le monsieur? »
Je vais enquêter sur ce que tu m'as dit. D'accord. Penelope acquiesça et se dirigea vers la porte, mais se retourna avant de partir. Infirmière Brenda, ma mère disait toujours que parfois, les gens font semblant de vouloir aider, mais qu'en réalité, ils veulent faire du mal. Je pense que quelqu'un veut faire du mal à ce monsieur. Sur ces mots, la fillette quitta la pièce, laissant Brenda dans un tourbillon de pensées. Était-il possible qu'une enfant des rues ait remarqué quelque chose qui avait échappé à toute l'équipe médicale? Elle regarda à nouveau Arthur. Ses doigts semblaient vraiment être dans une position différente. Et maintenant qu'elle y prêtait attention, elle sentait dans l'air une très légère odeur florale qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Brenda décida de vérifier le registre des visiteurs. Si un homme en costume gris rendait vraiment visite à Arthur tous les jours, il devait être inscrit. Lorsqu'elle arriva à la réception, elle demanda à consulter le registre des visiteurs de la chambre 412. « Voyons voir, dit Sharon, la réceptionniste. Nous avons sa fille, Sarah Sterling, qui vient tous les jours, et aussi Victor Thorne, qui se présente comme un partenaire commercial. Lui aussi vient tous les jours, toujours à la même heure. Victor Thorne porte-t-il un costume gris et une montre en or? Oui, il est toujours très bien habillé. Pourquoi cette question? Brenda inventa une excuse, prétextant vouloir vérifier si tous les visiteurs respectaient le règlement de l'hôpital. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle confirma que la description de Penelope était correcte. De retour à l'étage, elle trouva le Dr. Gregory, le neurologue chargé du cas d'Arthur. « Docteur, puis-je vous parler en privé? »« Bien sûr, Brenda. »« Un problème avec le patient de la chambre 412? »« Peut-être. J'ai reçu des informations selon lesquelles quelqu'un pourrait interférer avec son traitement. » Le Dr. Gregory l'emmena dans une salle privée. « De quoi parlez-vous? » Brenda prit une profonde inspiration. Elle savait que cela allait paraître étrange, mais elle décida de tout lui raconter. Une enfant qui fréquente l'hôpital a dit avoir vu un visiteur trafiquer la perfusion de M. Sterling. Une enfant? Brenda, vous savez, les enfants ont beaucoup d'imagination. Docteur, elle a donné des détails très précis et lorsque j'ai vérifié, j'ai découvert qu'il y avait effectivement un homme qui rendait visite aux patients tous les jours, exactement comme elle l'avait décrit. Le Dr. Gregory est devenu sérieux. Une ingérence non autorisée dans les traitements médicaux était extrêmement grave. Quel genre de détails a-t-elle donné? Elle a dit que l'homme injectait quelque chose dans la perfusion et qu'ensuite, le patient devenait plus calme. Il y a autre chose. Elle affirme que M. Sterling réagit subtilement aux stimuli externes. C'est impossible. Tous nos tests montrent qu'il est dans un état végétatif profond. Docteur, je sais que cela peut sembler absurde, mais et si l'enfant avait raison? Et si quelqu'un maintenait M. Sterling dans un état d'inconscience artificielle? Le Dr. Gregory est resté silencieuse pendant un moment, réfléchissant à cette information. Êtes-vous sûr que cet enfant a vu quelqu'un trafiquer la perfusion? Elle a décrit exactement comment cela se passerait. Et il y a autre chose. Elle dit que l'homme apporte des fleurs à l'odeur forte qui font grimacer le patient. Brenda, s'il y a la moindre possibilité que quelqu'un interfère avec le traitement, nous devons enquêter immédiatement. Où se trouve cet enfant actuellement? Je ne sais pas. Elle va et vient à l'hôpital sans être vue. Elle a dit que sa mère travaillait ici avant de tomber malade. Trouvez qui était sa mère. Et je veux que vous observiez discrètement les visites de ce Victor Thorne. S'il fait vraiment ce que dit l'enfant, nous avons besoin de preuves. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, car nous venons tout juste de commencer. Brenda passa le reste de la journée à essayer de localiser Penelope, mais sans succès. Les filles semblaient connaître toutes les cachettes de l'hôpital. En fin d'après-midi, elle décida de se positionner stratégiquement près de la chambre 412, faisant semblant de ranger des médicaments sur un chariot à proximité. À 15h30, exactement comme Penelope l'avait dit, un homme en costume gris est apparu dans le couloir, avec de longs cheveux grisonnants, une montre en or brillant et une marque sombre sur le cou. Il portait un bouquet de fleurs dont Brenda pouvait sentir le parfum même de loin. Victor Thorne la salua poliment et entra dans la chambre. Brenda attendit quelques minutes, puis s'approcha de la porte pour essayer d'entendre la conversation. « Arthur, mon vieil ami, comment vas-tu aujourd'hui? » entendit-elle Victor dire. « Je t'ai apporté tes fleurs préférées, ces gardinias que tu as toujours aimées. » Brenda trouva cela étrange.
Les gardenias avaient un parfum très fort et sucré. Il n'était pas courant d'en apporter aux patients en soins intensifs. Elle s'appuya contre le mur, essayant de voir à travers la vitre de la porte. Victor lui tournait le dos, lui bloquant la vue de ses mains. Après quelques minutes, il s'éloigna du lit et Brenda fit semblant de vérifier quelque chose dans le couloir lorsqu'il sortit. « Bonjour, infirmière. Comment va notre Arthur aujourd'hui? »« Il est stable, Monsieur Thorne. Aucun changement significatif. »« Quel dommage. J'espérais une amélioration. Eh bien, je continuerai à lui rendre visite et à l'encourager. » Victor s'éloigna, emportant les fleurs avec lui. Brenda entra immédiatement dans la chambre pour vérifier le matériel intraveineux. Tout semblait normal à première vue, mais en y regardant de plus près, elle remarqua une petite bulle d'air dans le tube qui n'était pas là auparavant. De plus, il y avait une odeur résiduelle de gardenia qui semblait déranger Arthur. Ses narines étaient légèrement dilatées. Brenda observa Arthur pendant plusieurs minutes. Ses doigts semblaient vraiment bouger imperceptiblement, et lorsqu'elle fit du bruit avec le chariot, il sembla réagir par un mouvement presque invisible de ses paupières. Son téléphone vibra. C'était un message du Dr. Gregory. « J'ai obtenu des informations sur la fillette. Sa mère s'appelait Joyce Reed. Elle a travaillé ici comme femme de ménage pendant 5 ans, avant de décéder d'un cancer il y a 3 mois. L'enfant est prise en charge par les services de protection de l'enfance, mais elle ne cesse de s'enfuir. » Brenda répondit. « J'ai trouvé l'homme qu'elle a décrit. Je dois vous parler de toute urgence. » 20 minutes plus tard, le Dr. Gregory la rejoignit dans la salle des médicaments. « Alors, qu'avez-vous découvert? » Brenda lui raconta la visite de Victor, l'odeur forte des fleurs et les réactions subtiles qu'elle avait observées chez Arthur. « Docteur, je sais que cela peut sembler fou, mais et si cet enfant avait vraiment remarqué quelque chose qui nous avait échappé à tous? Et si M. Sterling n'était pas vraiment dans le coma? » Le Dr. Gregory réfléchit un instant. Il existe une maladie appelée syndrome d'enfermement, dans laquelle le patient est conscient mais incapable de bouger ou de parler. Mais tous nos tests ont écarté cette possibilité. Et si quelqu'un lui administrait une substance pour le maintenir dans cet état? Brenda, ce serait une tentative de meurtre. C'est exactement pour cela que nous devons enquêter. La fille a dit qu'après que l'homme ait trafiqué la perfusion, le patient devenait plus calme. Le Dr. Gregory consulta le dossier médical d'Arthur. « Je vais demander de nouveaux tests toxicologiques et je veux que vous observiez discrètement toutes les visites. S'il y a vraiment quelque chose d'anormal, nous avons besoin de preuves. Et essayez de retrouver la jeune fille. Si elle a vraiment observé tout cela, elle a peut-être remarqué d'autres détails importants. » Brenda passa toute la nuit à réfléchir à la situation. Si Penelope avait raison, Arthur Sterling était maintenu dans un état d'inconscience délibérément. Mais pourquoi? Le lendemain matin, elle arriva tôt au travail et se rendit directement dans la chambre 412. Arthur semblait être exactement dans la même position que d'habitude, mais Brenda prêta attention à des détails qu'elle avait ignorés auparavant. Elle fit délibérément du bruit, laissa tomber un stylo, déplaça une chaise, tapota légèrement la table. À chaque bruit, Arthur avait une réaction presque imperceptible. Un petit mouvement des yeux, un léger tressaillement du visage, un mouvement infime des doigts. Je savais que tu faisais attention. Brenda se retourna et vit Penelope debout dans l'embrasure de la porte, vêtue du même manteau marron usé, mais cette fois-ci avec un vieux cahier dans les mains. « Penny, comment es-tu entrée d'ici? »« Je suis passé par la cuisine. Personne ne m'a vu. Je t'ai apporté quelque chose à montrer. » La fillette ouvrit le cahier, révélant des dessins détaillés réalisés au crayon de couleur. Il s'agissait de représentations de la chambre 412, mais avec des détails qu'un enfant ordinaire n'aurait jamais remarqué ou n'aurait jamais pu reproduire avec une telle précision. « Regarde ici, dit Penelope en montrant l'un des dessins. C'est le monsieur de lundi. Regarde comment était sa main, et voici celui de mardi, après le passage du méchant monsieur. » La main bougeait. Les dessins montraient en effet de subtiles différences dans la position des mains, l'inclinaison de la tête et même dans l'expression faciale d'Arthur. Et là, elle tourna la page. J'ai dessiné toutes les fois où le méchant homme a tripoté le petit tube, toujours au même endroit, toujours de la même manière. Brenda était impressionnée. La fillette avait systématiquement documenté quelque chose qu'aucun professionnel n'avait remarqué.
Penny, ces dessins sont très importants. Je peux les montrer au médecin? Bien sûr, c'est exactement pour ça que je les ai faits. Ma mère disait toujours que quand on voit quelque chose qui ne va pas, il faut le dire à quelqu'un qui peut t'aider. Ta mère était très sage. Mais dis-moi une chose. Pourquoi tu continues à observer M. Arthur? Pourquoi il est spécial pour toi? Penelope baissa la tête, jouant avec les pages du cahier. Quand ma mère a été hospitalisée ici, elle était dans une chambre comme celle-ci. Je me faufilais aussi pour lui rendre visite. Un jour, un homme en blouse blanche m'a dit qu'elle ne ressentait rien, que cela ne servait à rien que je continue à lui parler. La jeune fille fit une pause, essuyant une larme qui commençait à couler. Mais je savais qu'il avait tort. Ma mère me serrait la main quand je lui parlais. Elle pleurait quand je chantais notre chanson. Elle était là. Elle ne pouvait simplement pas sortir. Brenda sentit son cœur se serrer. « Et qu'est-il arrivé à ta mère? Elle est partie, mais avant de partir, elle a réussi à me murmurer qu'elle m'aimait. L'homme a dit qu'il était impossible que des personnes très malades ne puissent pas parler. Mais je l'ai entendu. J'ai entendu la voix de ma mère. » Brenda comprit alors. Penelope voyait en Arthur la même situation que celle que sa mère avait vécue. La jeune fille essayait de sauver quelqu'un comme elle n'avait pas pu sauver sa propre mère. C'est donc pour cela que tu crois que M. Arthur peut tout entendre. J'en suis sûr. Et quelqu'un lui fait du mal. Quelqu'un ne veut pas qu'il se réveille. Le Dr. Gregory apparut à ce moment-là dans l'embrasure de la porte. « Brenda, est-ce que tu es bien là? » Il s'arrêta en voyant la jeune fille. « Est-ce que l'enfant dont vous m'avez parlé? »« Oui, docteur. Et elle a apporté quelque chose que vous devez voir. » Penelope montra ses dessins au Dr. Gregory, expliquant chaque détail avec une précision qui laissa le médecin stupéfait. « Jeune fille, êtes-vous sûre d'avoir vu quelqu'un mettre quelque chose dans la perfusion de ce patient? »« Oui, docteur. Et ce n'était pas juste une fois. C'était plusieurs fois, toujours après que sa fille soit partie en pleurant. » Le docteur Gregory examina les dessins plus attentivement. Ces détails sur les changements de position. « Vous avez vraiment observé cela? Ma mère m'a appris à faire attention aux choses. Elle disait que les adultes sont parfois trop pressés et ne voient pas ce qui se trouve juste devant eux. » Le médecin échangea un regard significatif avec Brenda. « Penny, pourriez-vous nous rendre un grand service? Pourriez-vous surveiller l'arrivée de l'homme en costume gris aujourd'hui et nous prévenir? »« Je peux, mais allez-vous aider M. Sterling? Nous ferons tout notre possible pour découvrir ce qui lui arrive. » Penelope sourit pour la première fois depuis que Brenda l'avait rencontrée. C'était un sourire d'espoir mêlé de détermination. « Alors je resterai. Je me cacherai là-bas, dans le placard à fourniture, et quand il arrivera, je vous préviendrai. » Le Dr. Gregory hésita. Utiliser une enfant pour enquêter sur une possible tentative d'empoisonnement semblait inapproprié, mais en même temps, elle était le seul témoin qu'ils avaient trouvé. « D'accord, mais tu dois rester bien caché, et si quelque chose te semble dangereux, tu t'enfuis et tu nous cherches. Compris. Compris, docteur. » Brenda accompagna Penelope jusqu'au placard à fourniture dans le couloir, qui offrait une vue parfaite sur la chambre 412. « Penny, tu as un endroit où dormir la nuit? Où dors-tu? » « Il y a un petit coin dans le sous-sol de l'hôpital où ma mère gardait des affaires. Personne ne va là-bas. Je dors là-bas. Et à manger. Comment tu te procures à manger? Les dames de la cuisine me donnent parfois quelque chose. Et il y a une dame qui vend des sandwichs devant l'hôpital. Elle m'en donne toujours un quand il y en a un qui reste. » Brenda eut envie de serrer la fillette dans ses bras. Mais elle ne voulait pas l'effrayer. « Une fois que nous aurons réglé tout ça, nous parlerons d'un meilleur endroit où tu pourras rester. » « D'accord. » Penelope acquiesça et s'installa dans le placard. À 15h25, elle sortit de sa cachette et fit signe à Brenda, qui se trouvait au poste des infirmières. 5 minutes plus tard, Victor Thorne apparut dans le couloir. Cette fois-ci, le Dr. Gregory était posté dans une pièce adjacente, observant à travers une petite fenêtre vitrée. Brenda resta au poste, mais avec une vue dégagée sur la porte de la chambre. Victor entra dans la pièce avec un autre bouquet de gardinas. Le Dr. Gregory pouvait le voir clairement à travers la fenêtre intérieure. Le médecin observa chacun des gestes de Victor. Tout d'abord, il plaça les fleurs près du lit d'Arthur, juste à côté de son visage. Puis, il discuta normalement pendant quelques minutes. Puis, exactement comme Penelope l'avait décrit, Victor regarda rapidement autour de lui et sortit une petite seringue de la poche intérieure de sa veste. Le Dr. Gregory retint son souffle.
Victor inséra la seringue dans la perfusion et injecta un liquide transparent. L'opération prit moins de 10 secondes. Immédiatement après l'injection, Arthur sembla se détendre encore plus. Ses muscles faciaux, qui avaient conservé une tension presque imperceptible, se relâchèrent complètement. Le Dr. Gregory en avait vu assez. Il quitta discrètement la pièce et fit signe à Brenda. Lorsque Victor quitta la pièce, ils s'approchèrent tous les deux de lui. « Monsieur Thorne, pouvons-nous vous parler un instant ?» demanda le Dr. Gregory. « Bien sûr, docteur. Des nouvelles d'Arthur ?» « En fait, oui. Nous devons clarifier certaines choses concernant vos visites. » Le visage de Victor changea légèrement, mais il garda son sang-froid. « Je ne comprends pas. Y a-t-il un problème? Nous aimerions savoir quel type de médicament vous avez administré à M. Sterling. » Victor cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il n'avait pas compris la question. « Des médicaments, docteur? Je ne suis pas médecin. Je n'administre aucun médicament. »« Monsieur Thorne, je vous ai vu injecter quelque chose dans la perfusion du patient il y a quelques minutes. » Le silence qui suivit était tendu. Victor regarda autour de lui comme s'il cherchait une issue. « Docteur, je pense qu'il y a eu un malentendu. » « Il n'y a pas de malentendu. Nous avons un témoin qui vous a vu faire cela à plusieurs reprises et maintenant je l'ai vu moi-même. » Victor soupira profondément, son visage prenant l'expression de quelqu'un qui a été démasqué. « Très bien. Oui, j'ai donné certaines choses à Arthur, mais c'était pour l'aider. Il souffrait beaucoup, il était agité. Je voulais juste qu'il soit plus calme. Quel genre de substance? Un sédatif léger. Je l'ai obtenu d'un ami qui est médecin. » Arthur semblait mal à l'aise. Et M. Thorne, l'interrompit le Dr. Gregory. Administrer des médicaments non prescrits à un patient est un crime, et maintenir quelqu'un dans un état d'inconscience artificielle peut être considéré comme une tentative d'homicide. Le visage de Victor pâlit. Homicide. Docteur, je ne ferai jamais de mal à Arthur. Nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Alors pourquoi le maintenir sous sédatif? Pourquoi l'empêcher de se réveiller? Victor resta silencieux pendant un long moment, visiblement en proie à un conflit intérieur. « Je ne peux pas vous expliquer pour l'instant, mais je vous jure que je ne veux pas lui faire de mal. Monsieur Thorne, je dois vous demander de me suivre. Nous devrons faire appel à la sécurité de l'hôpital et peut-être aux autorités. » À ce moment-là, Penelope sortit du placard et s'approcha d'eux. « Je savais qu'il faisait du mal à Monsieur Arthur, » dit-elle en regardant Victor droit dans les yeux. Victor regarda la fillette avec surprise. « Qui est cet enfant? » « C'est elle qui a remarqué vos actions alors qu'aucun adulte n'y était parvenu, » répondit le Dr. Gregory. Une fillette de 5 ans était plus observatrice que toute notre équipe médicale. Pénélope s'approcha de Victor sans crainte. « Pourquoi lui faites-vous du mal? Il ne vous a rien fait de mal. » Victor s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette et, pour la première fois, son visage montra une émotion sincère. « Petite fille, tu ne comprends pas. C'est compliqué. » « Je n'avais pas le choix. Tout le monde a toujours le choix, » répondit Penelope avec une sagesse qui dépassait son âge. « Ma mère disait toujours que le bon choix est parfois difficile, mais qu'il existe toujours. » Les yeux de Victor se remplirent de larmes. Arthur a découvert certaines choses. Des choses qui pourraient détruire beaucoup de gens. S'il se réveille, vous pourrez discuter et trouver une solution, dit la fillette. Mais si vous continuez à lui faire du mal, il se peut qu'il ne se réveille jamais. Alors vous ne pourrez jamais vous entendre. Le Dr. Gregory regarda Penelope avec admiration. L'enfant menait un interrogatoire mieux que beaucoup d'adultes. « Monsieur Thorne, qu'est-ce qu'Arthur a découvert? » Victor se leva lentement, vaincu. Il a découvert que je détournais de l'argent de l'entreprise. Beaucoup d'argent, pendant des années. La révélation fit l'effet d'une bombe. Brenda et le Dr. Gregory échangèrent des regards choqués. « Vous voliez votre propre partenaire. Ce n'était pas du vol. Je l'empruntais. Ma fille avait besoin d'un traitement coûteux à l'étranger. Ma femme était déprimée. J'avais des dettes. J'allais tout rembourser dès que possible. Arthur l'a découvert le jour de son admission. Il m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'il savait tout, qu'il me dénoncerait si je ne confessais pas tout à Sarah et aux autorités. » Penelope écoutait attentivement, traitant l'information comme seul un enfant peut le faire, de manière directe et simple. Vous l'avez donc rendu malade pour qu'il ne parle pas de l'argent. Non. Victor était désespéré. Il était déjà malade quand il est arrivé ici. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais vous avez profité de la situation pour le maintenir dans le coma.
Le docteur Gregory a complété. Oui, je pensais que s'il restait endormi pendant un certain temps, je pourrais trouver l'argent et tout arranger avant qu'il ne se réveille. Et comment avez-vous obtenu les sédatifs? Un ami médecin me les a donnés sans savoir à quoi ils servaient. Je lui ai dit que c'était pour mes insomnies. Le docteur Gregory secoua la tête, incrédule. Monsieur Thorne, vous parlez d'un crime très grave. Maintenir quelqu'un dans un état d'inconscience artificielle peut causer des lésions cérébrales permanentes, voire mortelles. Je ne le savais pas. Je pensais que cela le maintiendrait simplement endormi. Pénélope s'approcha à nouveau de Victor. Monsieur, vous avez fait une très mauvaise chose, mais vous pouvez maintenant faire ce qu'il faut. Arrêtez de donner des médicaments à Monsieur Arthur et laissez-le se réveiller. Mais s'il se réveille, vous lui direz la vérité, l'interrompit de la fillette. Ma mère disait toujours que la vérité fait mal au début, mais qu'ensuite elle apporte un soulagement. Un mensonge fait un peu mal au début, mais ensuite il fait beaucoup plus mal. Victor regarda la fillette avec un mélange d'admiration et de honte. Tu es très intelligente pour une enfant de 5 ans. Ma mère m'a appris beaucoup de choses avant de partir. Le docteur Gregory décida d'intervenir. Monsieur Thorne, nous devons immédiatement arrêter tout sédatif que vous lui avez administré. Selon la quantité et le type, Arthur pourrait être en danger de mort. De quel type de sédatif s'agissait-il? Demanda Brenda. Du midazolam. Mon ami m'a dit qu'il était sans danger à petite dose. À petite dose et dans des cas spécifiques, explosa le docteur Gregory. Pas pour maintenir quelqu'un dans l'inconscience pendant des semaines. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez pu causer. Le docteur Gregory courut vers la chambre 412, suivi de Brenda, Victor et Penelope. Il commença immédiatement à vérifier les signes vitaux d'Arthur et à ordonner des tests urgents. Nous devons commencer immédiatement un protocole d'inversion. Brenda, appelez le docteur Reed et l'équipe d'urgence. Nous devrons surveiller Arthur 24 heures sur 24 pendant le processus d'élimination du sédatif. Est-ce qu'il va s'en sortir? Demanda Penelope inquiète. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, répondit le docteur Gregory. Grâce à vous, nous avons découvert à temps ce qui se passait. Victor s'approcha du lit d'Arthur. Arthur, mon ami, je suis vraiment désolé. Je suis sincèrement désolé. À la surprise générale, Arthur tourna légèrement la tête vers la voix de Victor. Ce n'était pas un grand mouvement, mais il était clairement intentionnel. Il a entendu, s'écria Penelope avec enthousiasme. Je savais qu'il était là. Le docteur Gregory vérifia immédiatement les pupilles d'Arthur et remarqua qu'elle réagissait davantage à la lumière que ces derniers jours. Le sédatif commençait à quitter son organisme. Victor, dites-moi exactement quelle dose vous lui avez administrée et quand vous lui avez donné la dernière. La dernière dose remonte à 1 heure et c'est moi qui la lui ai administrée. Il hésita. Environ 2 mg par jour, parfois plus lorsqu'il semblait agité. Le docteur Gregory pâlit. 2 mg par jour pendant 3 semaines. Mon Dieu, c'est un miracle qu'il n'ait pas fait d'arrêt respiratoire. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour la liker et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup car nous venons de commencer. Pour continuer, l'équipe médicale a travaillé d'arrache-pied pendant les heures qui ont suivi pour inverser les effets du sédatif. Arthur a commencé à montrer des signes de conscience de plus en plus clairs. Penelope est restée dans la chambre, observant chaque petite amélioration avec l'attention d'une scientifique. Elle était devenue non seulement la découvreuse du mystère, mais aussi la gardienne du rétablissement d'Arthur. « Infirmière Brenda, » dit-elle en tirant sur la blouse de l'infirmière. « Ses doigts bougent différemment maintenant, pas comme lorsqu'il faisait semblant de dormir à cause du mauvais médicament. » Brenda observa, et en effet, les mouvements d'Arthur semblaient plus naturels, comme s'il sortait progressivement d'un sommeil profond. « Vous avez raison, Penny, il va mieux. » Sarah Sterling arriva à l'hôpital vers 18 heures, sans savoir ce qui s'était passé. Le docteur Gregory l'appela pour lui parler en privé. « Madame Sterling, nous avons des nouvelles importantes concernant l'état de santé de votre père. Est-il réveillé? » demanda-t-elle avec espoir. « Pas complètement, mais nous avons découvert ce qui le maintenait dans le coma. » Le docteur Gregory lui expliqua toute la situation, la découverte de Penelope, les observations de l'équipe et enfin les aveux de Victor. Sarah était sous le choc. Victor droguait mon père. Malheureusement, oui. Il lui administrait des sédatifs pour le maintenir inconscient. Mais pourquoi? Apparemment, votre père avait découvert des irrégularités financières dans l'entreprise.
Victor craignait les conséquences si votre père se réveillait et le dénonçait. Sarah resta silencieuse pendant un long moment, assimilant l'information. Où est cet homme maintenant? Il est détenu par la sécurité de l'hôpital. Les autorités ont déjà été prévenues. Et mon père va-t-il se rétablir complètement? Il est trop tôt pour le dire, mais les signes sont encourageants. Le fait qu'il ait résisté si longtemps aux sédatifs suggère que son état neurologique de base n'a pas été compromis. Sarah se rendit dans la chambre de son père et trouva Pénélope assise près du lit, tenant la main d'Arthur. « Qui est-ce cette fille? »« C'est Pénélope, » expliqua Brenda. « C'est elle qui a découvert ce qui arrivait à votre père. » Sarah s'approcha de Pénélope. « Vous avez sauvé mon père? »« J'ai juste été attentive, » répondit timidement la jeune fille. Les adultes étaient trop occupés et n'ont pas vu ce que faisait le méchant monsieur. « Comment avez-vous su que quelque chose n'allait pas? » Pénélope raconta à Sarah l'histoire de sa mère, comment elle avait appris à observer les patients dans le coma. Elle lui parla de sa conviction qu'Arthur était conscient mais prisonnier. « Ta mère travaillait ici? »« Oui, elle nettoyait ses chambres tous les jours. Elle me disait toujours qu'un patient dans le coma reste une personne, qu'il mérite toujours des soins et de l'attention. » Sarah s'assit à côté de la jeune fille. « Je suis désolée pour ta mère et je suis désolée que tu sois seule. Je ne suis pas seule. Monsieur Arthur est avec moi maintenant et l'infirmière Brenda s'occupe aussi de moi. » Sarah regarda son père. Il semblait vraiment différent, plus présent d'une certaine manière. « Papa, si tu peux m'entendre, je veux que tu saches que nous avons tout découvert. Tu es en sécurité maintenant. » Arthur remua légèrement les lèvres comme s'il essayait de parler. Pénélope se redressa. « Il essaye de parler. Regarde, il veut dire quelque chose. » Le docteur Gregory entra dans la pièce à ce moment-là. « Comment va-t-il? Je pense qu'il essaye de parler, » dit Sarah. Le médecin examina Arthur et confirma que ses réflexes revenaient progressivement. Le sédatif est en train d'être éliminé de son organisme. Dans les prochaines 24 à 48 heures, nous devrions constater une amélioration significative. « Docteur, » dit Pénélope, « puis-je rester ici avec lui? Je promets de ne pas vous gêner. » Le docteur Gregory regarda Sarah, qui acquiesça. « Oui, vous pouvez rester, mais vous avez besoin d'un endroit convenable pour vous reposer et manger. »« Elle peut rester avec moi, » proposa Sarah. « J'ai un appartement près de l'hôpital. » Pénélope regarda Sarah avec surprise. « Vous me laisseriez rester chez vous? Après tout ce que vous avez fait pour mon père, c'est le moins que je puisse faire. » La jeune fille sourit mais hésita. « Mais je veux continuer à rendre visite à Monsieur Arthur tous les jours jusqu'à ce qu'il se réveille complètement. »« Bien sûr que vous pouvez. En fait, je pense que votre présence est importante pour son rétablissement. » Pendant la nuit, Pénélope resta dans la chambre, observant chaque changement chez Arthur. Brenda faisait des rondes constantes, vérifiant toujours si la jeune fille était à l'aise. Vers 3 heures du matin, Arthur ouvrit les yeux pour la première fois depuis 3 semaines. « Infirmière Brenda, » murmura Pénélope. Il est réveillé. Brenda courut vers la chambre et trouva effectivement Arthur les yeux ouverts, encore confus, mais visiblement conscient. « Monsieur Sterling, vous m'entendez? » Arthur essaya de parler, mais sa voix ne sortit que sous forme de murmure rauque. La jeune fille? « Je suis là, Monsieur Arthur, » dit Pénélope en s'approchant du lit. Arthur tourna les yeux vers elle et, avec un effort visible, murmura « Merci ». Pénélope lui tint doucement la main. « Vous n'avez pas à me remercier. Tout le monde mérite d'être sauvé. » Le docteur Gregory fut appelé et confirma qu'Arthur sortait effectivement du coma artificiel. « Monsieur Sterling, vous souvenez-vous de quelque chose? »« Victor, » murmura Arthur avec difficulté, « c'est lui qui m'a découvert. »« Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » dit le docteur Gregory. « Concentrez-vous sur votre rétablissement. » Sarah fut appelée et arriva à l'hôpital encore en pyjama. En voyant son père réveillé, elle fondit en larmes. « Papa, tu vas bien. » Arthur serra faiblement la main de sa fille. « Je suis désolé pour tout ça. Ce n'est pas ta faute, papa. L'important, c'est que tu sois réveillé. » Au cours des heures qui suivirent, Arthur retrouva progressivement ses fonctions cognitives. Les médecins ont effectué plusieurs tests pour vérifier s'il y avait des dommages permanents causés par l'utilisation prolongée de sédatifs. Pénélope n'a jamais quitté son chevet, fascinée de voir Arthur revenir à la vie. Pour elle, c'était comme voir sa propre mère se réveiller, quelque chose qui ne s'était jamais produit, mais dont elle avait toujours rêvé. « Monsieur Arthur, dit-elle lorsqu'il fut plus alerte,
Vous souvenez-vous que je vous ai parlé pendant que vous dormiez? Arthur réfléchit un instant. J'ai entendu une voix d'enfant. J'ai cru que c'était un rêve. C'était moi. Je suis venu ici tous les jours et je vous ai parlé. Je savais que vous étiez là. Vous ne pouviez simplement pas sortir. Arthur regarda la jeune fille avec tendresse. Comment le saviez-vous? Parce que la même chose est arrivée à ma mère. Elle était aussi dans une chambre comme celle-ci. J'ai appris que les personnes malades peuvent encore entendre et ressentir des choses même lorsqu'elles ne peuvent pas répondre. Ta mère est-elle allée mieux? Penelope baissa la tête. Ma mère est partie. Mais avant de partir, elle m'a appris à prendre soin des autres personnes qui se retrouvent piégées comme elle l'était. Arthur sentit ses yeux se remplir de larmes. Tu m'as sauvé, n'est-ce que... J'ai simplement prêté attention à ce que les adultes ne voyaient pas. L'homme qui venait assis te faisait du mal. Victor, oui, Victor. Il mettait des médicaments dans ta perfusion pour que tu ne te réveillais pas. Arthur poussa un profond soupir. Il avait peur que je parle de l'argent. Sarah sait déjà tout, papa, dit sa fille. Victor a tout avoué. Où est-il maintenant? En prison. Il sera jugé pour tentative de meurtre et fraude financière. Arthur resta silencieux un instant, assimilant toutes ces informations. 20 ans d'amitié détruite par l'argent. Papa, ne pense pas à ça maintenant. Concentre-toi sur ton rétablissement. Penelope s'approcha du lit. Monsieur Arthur, je peux vous dire quelque chose? Bien sûr, ma chérie. Quand je vous ai parlé pendant que vous dormiez, je vous ai raconté des histoires sur ma mère. Elle disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance. Peut-être que Victor mérite aussi une seconde chance, après avoir payé pour ses erreurs. Arthur regarda l'enfant avec admiration. Tu es très sage pour une enfant de 5 ans. Ma mère m'a appris que pardonner, ce n'est pas oublier ce que la personne a fait de mal. C'est lui donner une chance de faire de bonnes choses. Sarah regarda Penelope avec une admiration grandissante. Penny, où as-tu appris tout cela? Ma mère a passé beaucoup de temps à me parler. Elle disait qu'elle ne savait pas combien de temps nous aurions à passer ensemble, alors elle voulait m'apprendre tout ce qu'elle pouvait. Le docteur Gregory, qui avait écouté la conversation, s'approcha. Penelope, puis-je dire quelque chose? Tu as un don particulier pour observer et prendre soin des gens. As-tu déjà pensé à devenir médecin quand tu seras grande? Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Je peux vraiment devenir médecin? Bien sûr que tu peux, et avec ton sens de l'observation, tu serais une médecin exceptionnelle. Arthur s'efforça de parler plus clairement. Penny, tu m'as donné une seconde chance dans la vie. Je veux te remercier en t'offrant toutes les opportunités que tu mérites. Que voulez-vous dire, monsieur Arthur? Je veux financer tes études. Je veux que tu aies la meilleure éducation possible. Je veux que tu deviennes le médecin dont tu rêves. Penelope regarda Sarah comme pour lui demander la permission. Cela signifie-t-il que je peux vraiment étudier dans une vraie école? Cela signifie que tu auras tout ce dont tu as besoin pour étudier et devenir ce que tu veux, répondit Sarah. La jeune fille se mit à pleurer de joie. Ma mère disait toujours que si j'étais gentille et que j'aidais les gens, de bonnes choses m'arriveraient aussi. Arthur Sterling serra la petite main de Penelope. Ta mère avait raison, et je suis sûr qu'elle est fière de toi. Dans les jours qui suivirent, Arthur se rétablit rapidement. Les effets des sédatifs avaient complètement disparu de son organisme et les tests ne montraient aucun dommage neurologique permanent. Victor Thorne fut officiellement inculpé pour tentative de meurtre et détournement de fonds. Lors de son interrogatoire, il avoua avoir détourné près de 2 millions de dollars de l'entreprise en 5 ans. Penelope continuait à rendre visite à Arthur tous les jours, désormais en tant que membre de la famille. Sarah entama les démarches pour adopter légalement la fillette, qui emménagea dans une chambre spécialement aménagée dans son appartement. L'histoire de Penelope s'est répandue dans tout l'hôpital. L'enfant des rues qui a sauvé un millionnaire grâce à son sens de l'observation est devenu une petite célébrité locale. Le Dr. Gregory a organisé des conférences à la faculté de médecine sur l'importance de l'observation clinique et sur le fait que parfois, des profanes peuvent remarquer des détails que des professionnels expérimentés négligent. Arthur, complètement rétabli, a repris la direction de son entreprise. L'une des premières choses qu'il a faites a été de créer un fonds de bourse d'études pour les enfants défavorisés en l'honneur de la mère de Penelope. Joyce Reid a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement du fonds, a enseigné à sa fille que le plus important dans la vie est d'aider les autres. En sa mémoire, ce fonds aidera d'autres enfants à avoir les opportunités qu'ils méritent. Penelope,
Désormais vêtu de nouveaux habits et coiffé d'une coupe de cheveux convenable, mais toujours muni de sa loupe préférée, s'est adressé à un auditorium bondé. Ma mère disait toujours que chacun a quelque chose de spécial à offrir au monde. Elle m'a donné la capacité d'observer et de prendre soin des gens. Monsieur Arthur m'a donné la chance d'utiliser ce don pour aider davantage de personnes à l'avenir. Le public s'est levé pour l'applaudir. Au fond de l'auditorium, Brenda s'est essuyé les yeux, émue par la transformation de la jeune fille qu'elle avait trouvée cachée dans une chambre d'hôpital. Et je voudrais dire quelque chose d'important, poursuivit Penelope. Les adultes, vous devez prêter davantage attention aux petites choses. Parfois, la réponse est juste devant vous, mais vous cherchez au mauvais endroit. Arthur sourit. La jeune fille donnait des conseils à un public composé de médecins, d'hommes d'affaires et d'universitaires qui l'écoutaient tous attentivement. Quand je serai grande et que je deviendrai médecin, je me souviendrai toujours que les patients dans le coma sont toujours des êtres humains. Ils méritent d'être écoutés même s'ils ne peuvent pas parler. Après la cérémonie, Arthur et Penelope se promenèrent un temps ensemble dans les jardins de l'hôpital. « Penny, tu m'as sauvé la vie. Comment puis-je te remercier comme il se doit? » « Vous le faites déjà, Monsieur Arthur, en me donnant une famille, une éducation et la chance d'aider les autres, comme ma mère me l'a appris. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez? » Penelope réfléchit un instant. « Il y a une chose, vous pouvez me le dire. J'aimerais que l'hôpital dispose d'un endroit spécial pour les enfants comme moi qui n'ont pas de famille, mais qui ont besoin de rester près des personnes malades qu'ils aiment. » Arthur s'arrêta de marcher. « Tu veux créer un refuge dans l'hôpital? » Pas exactement un refuge. Plutôt un endroit où les enfants peuvent en rester lorsque quelqu'un qu'ils aiment est hospitalisé, avec des personnes qui comprennent ce que c'est que de voir quelqu'un d'important tomber malade. Penny, c'est une idée brillante. Ma mère disait toujours que lorsqu'on traverse une épreuve difficile, on apprend à aider les autres qui vivent la même chose. Arthur s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette. Réalisons ce projet. Créons l'espace Joyce Reid Foundation ici, à l'hôpital. Un endroit où les enfants dans des situations comme la tienne peuvent trouver du soutien et de l'attention. Penelope serra Arthur dans ses bras. « Merci de croire en moi, Monsieur Arthur. Merci de m'avoir montré que les héros sont de toute taille et que parfois, les plus petits sont les plus courageux. » 6 mois plus tard, l'espace Joyce Reid Foundation a été inauguré à l'hôpital. C'était un environnement coloré et accueillant avec des psychologues spécialisés, des éducateurs et des bénévoles formés pour s'occuper des enfants qui traversaient des situations médicales difficiles avec leur famille. Penelope, désormais officiellement Penelope Sterling Reid, a coupé le ruban lors de l'inauguration aux côtés d'Arthur et Sarah Sterling. Cet espace existe parce qu'une petite fille courageuse nous a appris que voir avec le cœur est aussi important que voir avec les yeux, a déclaré Arthur lors de la cérémonie. Le premier enfant aidé dans cet espace était un garçon de 7 ans dont la grand-mère était en soins intensifs. Penelope lui a proposé de lui montrer comment fonctionnait l'hôpital et comment il pouvait aider sa grand-mère même si elle était inconsciente. « Viens, je vais t'apprendre à prêter attention aux choses importantes, » lui a-t-elle dit en lui prenant la main. « Ma mère m'a appris et maintenant je peux t'apprendre. » Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital, Penelope a expliqué au garçon qu'il était important de parler aux personnes dans le coma, de remarquer les petits changements et de ne jamais cesser de croire qu'elles pouvaient entendre. Et si tu remarques quelque chose d'étrange, dites-le aux adultes, d'accord? Elle a ajouté, « Parfois, nous, les enfants, voyons des choses que les adultes ne voient pas, car nous prêtons attention différemment. » Arthur, qui observait de loin, a souri. La fille des rues qui lui avait sauvé la vie sauvait maintenant d'autres enfants, leur apprenant à être observateurs et courageux. Le Dr. Gregory s'est approché de lui. « Tu sais, Arthur, Penelope a changé non seulement ta vie, mais aussi la façon dont toute notre équipe médicale travaille. Maintenant, nous prêtons davantage attention aux détails subtils. Nous écoutons davantage les membres de la famille et nous prenons au sérieux des observations que nous aurions auparavant considérées comme insignifiantes. Elle nous a appris que la sagesse n'a pas d'âge, répondit Arthur, et que parfois, les personnes les plus importantes sont celles que personne ne remarque. » Penelope revint en courant vers eux. « Monsieur Arthur, dit Toby, il veut apprendre à devenir détective comme moi. Je peux lui apprendre à utiliser la loupe? »« Bien sûr, détective Penelope, » répondit Arthur en ébouriffant les cheveux de la fillette.
Mais n'oublie pas ce que nous avons convenu concernant tes études. Je me souviens, l'école le matin, l'hôpital l'après-midi, les devoirs le soir et, le week-end, les jeux avec tante Sarah. Et que veux-tu faire quand tu seras grande? Médecin et détective, répondit Pénélope avec enthousiasme. Je m'occuperai des patients et mènerai l'enquête quand quelque chose d'étrange leur arrivera. Arthur rit. Médecin, détective? J'aime ça. Le monde a besoin de plus de médecins détectives. Et tu sais quelle sera ma spécialité? Laquelle? Je m'occuperai des enfants dont les parents ou les grands-parents sont à l'hôpital. Je leur apprendrai à être courageux et observateurs, comme ma mère me l'a appris. Arthur sentit ses yeux se remplir de larmes. La fille qui lui avait sauvé la vie avait désormais un plan précis pour sauver de nombreuses autres vies. Je suis sûr que tu seras la meilleure docteur détective au monde, Pénélope. Et tu seras là quand j'obtiendrai mon diplôme? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Pénélope sourit et partit en courant pour continuer à aider Toby et les autres enfants dans l'espace qui portait le nom de sa mère. Arthur regarda la jeune fille courir dans les couloirs du même hôpital où elle avait autrefois vécu en tant que petite fugueuse. Elle faisait désormais partie de sa famille, était une brillante élève et une petite ambassadrice d'espoir pour d'autres enfants en situation difficile. Joyce Reed, murmura-t-il en regardant le ciel à travers la fenêtre. Votre fille honore votre mémoire chaque jour. Merci de lui avoir appris à sauver des vies, y compris la mienne. À ce moment-là, Pénélope revint en courant. Monsieur Arthur, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Qu'y a-t-il, Penny? Victor a envoyé une lettre depuis la prison. Il dit qu'il est vraiment désolé et qu'il veut faire quelque chose de bien quand il sortira. Arthur soupira. Et que penses-tu que nous devrions faire? Je pense que nous devrions lui donner une seconde chance, comme ma mère disait toujours, mais seulement après qu'il ait payé pour ce qu'il a fait. Est-ce que tu pardonnerais à quelqu'un qui a essayé de te faire du mal? Pénélope réfléchit attentivement avant de répondre. Je pardonnerai, mais je n'oublierai pas. Pardonner, c'est pour notre propre bien, pas pour le bien de la personne qui a fait du mal. Et donner une seconde chance ne signifie pas laisser la personne refaire quelque chose de mal. Arthur secoua la tête, étonné de la maturité de la jeune fille. Où as-tu appris ces choses, Pénélope? De ma mère, de toi, de tante Sarah, des enfants ici à l'hôpital. On apprend un peu de chaque personne que l'on rencontre. Et qu'as-tu appris de moi? Que les gens riches peuvent avoir bon cœur, qu'il est important d'aider ceux qui sont dans le besoin et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Arthur serra Pénélope dans ses bras. Et j'ai appris de toi que le courage n'a pas de taille, qu'il est plus important d'observer que de simplement regarder, et que parfois, les anges se déguisent en enfants perdus. Je n'étais pas perdu, monsieur Arthur, corrigea Pénélope. Je cherchais quelqu'un à sauver, comme ma mère me l'avait appris, et je vous ai trouvé. Arthur sourit. La petite fille avait raison, comme toujours. Elle n'avait jamais été perdue. Elle était exactement là où elle devait être, faisant exactement ce qu'elle devait faire. Allez, allons voir comment Toby se débrouille avec ses leçons d'observation, dit Pénélope en tirant Arthur par la main. Alors qu'il traversait l'hôpital, Arthur réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé grâce à l'observation fine et au cœur généreux d'une fillette de 5 ans. Il avait non seulement gagné une seconde chance dans la vie, mais aussi une fille et un nouveau but. Pénélope, quant à elle, avait trouvé une famille, un avenir radieux et un moyen d'honorer la mémoire de sa mère en aidant d'autres enfants dans des situations similaires à celles qu'elle avait vécues. Au cœur de l'hôpital, l'espace dédié à la Fondation Joyce Reed était devenu un symbole d'espoir, montrant que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours quelqu'un prêt à observer, à prendre soin et à faire une différence dans la vie des autres. 2 ans avaient passé. Pénélope, désormais âgée de 7 ans, était en CE1 dans l'une des meilleures écoles privées de New York. Elle avait d'excellentes notes, en particulier en sciences et en mathématiques. Elle continuait à se rendre régulièrement à l'hôpital en tant que jeune bénévole à la Fondation Joyce Reed. Ses capacités d'observation étaient devenues légendaires parmi le personnel médical. Un jeudi après-midi, Pénélope aidait une fillette de 6 ans dont le père avait été hospitalisé après un accident lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Infirmière Brenda, a-t-elle dit en s'approchant du poste, « Il se passe quelque chose d'étrange dans la chambre Saint-Auvin. » Qu'as-tu remarqué, Penny? L'homme qui se trouve là-bas a 3 personnes qui disent être ses enfants,
Mais elles ne se comportent pas comme de vrais enfants. Brenda avait l'air intriguée. Que veux-tu dire? Les vrais enfants s'inquiètent, pleurent, apportent des choses que leur père aime. Ces trois-là n'arrêtent pas de chuchoter entre eux, regardent le dossier médical quand personne ne les regarde et demandent sans cesse si leur père va bientôt aller mieux. Peut-être sont-ils simplement nerveux. Non, infirmière, c'est différent. Et il y a autre chose. L'un d'eux a demandé à l'infirmière si leur père avait une assurance vie. Quel enfant pose cette question lorsque son père est malade? Brenda interrompit ce qu'elle était en train de faire. Penelope avait développé une intuition presque infaillible pour détecter les situations suspectes. Tu penses qu'ils ne sont pas vraiment ses enfants? Ou alors ce sont de très mauvais enfants, répondit Penelope. Ma mère disait toujours que quand quelqu'un que nous aimons tombe malade, nous ne pensons qu'à comment l'aider, pas à l'argent. Brenda décida d'enquêter discrètement. Si Penelope avait raison, il pourrait y avoir une autre cause de fraude ou d'abus sous leur nez. Je vais me renseigner, Penny. Merci de m'en avoir parlé. Je peux t'aider à enquêter? Je te promets de ne pas te gêner. Brenda sourit. Penelope était devenue la petite détective officielle de l'hôpital, toujours autorisée à observer les situations suspectes. Tu peux, mais sois très prudente. Contente-toi d'observer et de me raconter ce que tu vois. Penelope passa les jours suivants à observer discrètement les visiteurs de la chambre 520. Elle fit de nouveaux dessins, notant les comportements et les conversations qu'elle pouvait entendre. Ce qu'elle découvrit était troublant. Les trois prétendus enfants montraient rarement une affection sincère pour leur père. Au contraire, ils semblaient se disputer constamment au sujet de l'héritage, des biens et de l'assurance. Plus inquiétant encore, Penelope remarqua que l'un d'eux quittait toujours la chambre après avoir parlé au téléphone avec quelqu'un et que l'état du patient semblait toujours s'aggraver après ses visites. « Infirmière Brenda, dit-elle au troisième jour d'observation, je pense que l'un d'eux fait la même chose que Victor faisait à M. Sterling. » Brenda sentit un frisson la parcourir. « Avez-vous vu quelqu'un toucher à la perfusion? » « Je ne les ai pas vus toucher à la perfusion, mais je les ai vus toucher à l'oreiller. » « Que voulez-vous dire? » Lorsque le grand homme part après avoir parlé au téléphone, il ajuste toujours l'oreiller de son père, mais ce n'est pas pour le mettre à l'aise. C'est pour exercer une légère pression sur son cou. Brenda était alarmée. Si Penelope avait raison, quelqu'un essayait d'étouffer lentement le patient. « Penny, es-tu absolument sûre de ce que tu as vu? » « Oui. Et après qu'il ait ajusté l'oreiller, son père a toujours plus de mal à respirer. Les machines font des bruits différents. » Brenda a immédiatement appelé le docteur Gregory et lui a rapporté les observations de Penelope. Cette fois, le médecin n'a pas hésité à prendre au sérieux les soupçons de la jeune fille. « Nous allons installer une caméra discrète dans la chambre, » a décidé le Dr. Gregory. « Si Penelope a encore raison, nous aurons des preuves vidéo. » La caméra a été installée le soir même. Le lendemain, Penelope a prévenu que le grand homme avait reçu un appel et se rendait dans la chambre de son père. Le Dr. Gregory et Brenda ont observé la scène sur le moniteur. L'homme a bien ajusté l'oreiller, mais d'une manière qui semblait délibérément rendre la respiration du patient plus difficile. « Mon Dieu », a murmuré le Dr. Gregory, « elle avait encore raison. » L'homme a été immédiatement confronté. Au début, il a nié toute malveillance, mais lorsqu'il a été confronté aux images de la caméra, il a avoué qu'il essayait d'accélérer le processus de mort de son père afin de recevoir plus rapidement son héritage. L'enquête a révélé que les trois hommes n'étaient pas les enfants légitimes du patient. Il s'agissait de neveux éloignés qui avaient falsifié des documents pour se faire passer pour ses fils et héritiers directs. Penelope avait une fois de plus découvert un crime qui aurait pu entraîner la mort. « Comment faites-vous pour détecter ces choses? » demanda le Dr. Gregory. « Ma mère disait toujours que lorsqu'une personne fait quelque chose de mal, son corps le montre, » expliqua Penelope. « Elle devient nerveuse. Elle ne vous regarde pas dans les yeux. Elle pose des questions étranges. Et comment faites-vous la différence entre la nervosité normale et la nervosité d'une personne qui fait quelque chose de mal? Les personnes qui aiment vraiment quelqu'un deviennent nerveuses parce qu'elles ont peur de le perdre. Les mauvaises personnes deviennent nerveuses parce qu'elles ont peur d'être prises. C'est différent. » Le Dr. Gregory secoua la tête, impressionné. « Penelope, tu as un don très spécial. Promets-tu de toujours utiliser ce don pour aider les gens? » « Je le promets, Dr. Gregory. C'est pour cela que je suis ici. » Arthur, lorsqu'il apprit que Penelope avait résolu une deuxième affaire, fut à la fois fier et inquiet. « Penny,
Tu dois faire attention. Les gens qui font de mauvaises choses pourraient essayer de te faire du mal s'ils découvrent que tu connais leurs secrets. Je sais, Monsieur Sterling, mais ma mère disait toujours qu'on ne peut pas cesser de faire ce qui est juste par pur. Ta mère avait raison, mais nous devons aussi faire preuve d'intelligence dans la manière dont nous faisons ce qui est juste. Penelope acquiesça. C'est pourquoi je dis toujours aux adultes ce que je vois. Je n'essaie pas de résoudre les problèmes toute seule. Arthur sourit. La jeune fille avait non seulement hérité du sens aigu de l'observation de sa mère, mais aussi de sa sagesse qui lui permettait de savoir quand demander de l'aide. Et maintenant que tu as sauvé 2 personnes, que veux-tu faire quand tu seras grande? Je veux toujours être médecin détective, répondit Penelope avec enthousiasme. Mais maintenant, je veux aussi apprendre aux autres médecins à prêter attention à ce que je vois. Comment ça? Je veux créer une école pour que les médecins apprennent aussi à être des détectives, afin qu'ils sachent quand quelqu'un ment ou essaie de faire du mal aux patients. Arthur regarda la fillette avec une admiration grandissante. Tu veux révolutionner la médecine. Je veux que tous les patients soient protégés comme je t'ai protégé, toi et l'homme de la chambre Saint-Aubin. Tu sais quoi, Penny? Commençons à documenter tous les cas que tu résous et toutes les méthodes que tu utilises. Quand tu seras grande, cela pourrait devenir un livre ou un cours pour les médecins. Les yeux de Penelope s'illuminèrent. Un livre écrit par moi. Un livre écrit par toi et ta mère, corrigea Arthur. Parce que tout ce que tu sais, c'est elle qui te l'a appris. Penelope était émue. Méthode d'observation médicale par Penelope et Joyce Reid. Exactement. Je pense que ma mère aurait aimé ça. Je suis sûr qu'elle est fière de toi. Penelope serra Arthur dans ses bras. Merci de m'aider à honorer la mémoire de ma mère, Monsieur Arthur. Merci de continuer à sauver des vies et de me montrer que les héros existent vraiment. Ce soir-là, Penelope commença à rédiger son premier rapport de cas, documentant la manière dont elle avait découvert le stratagème des faux enfants. Elle écrivit avec l'écriture soignée d'une enfant de 7 ans, mais avec la précision d'observation d'un détective expérimenté. Cas numéro 2. Les enfants qui n'aimaient pas leur père. Signe que quelque chose n'allait pas. Premièrement, ils ne pleuraient pas lorsqu'ils parlaient de leur père malade. Deuxièmement, ils posaient des questions sur l'argent plutôt que sur la santé. Troisièmement, l'un d'eux jouait toujours avec l'oreiller après avoir parlé au téléphone. Quatrièmement, ils n'apportaient pas les choses que leur père aimait. Lorsque leur père essayait de parler, ils changeaient rapidement de sujet. Ma mère disait toujours, quand quelqu'un aime vraiment, cet amour transparaît dans tout ce qu'il fait. Ces hommes ne montraient pas d'amour véritable. Arthur lut le rapport et fut ému. La jeune fille avait créé une méthode scientifique basée sur la sagesse émotionnelle qu'elle avait apprise de sa mère. Penny, c'est incroyable. Tu es en train de créer une nouvelle forme de médecine préventive. Comment cela? Tu apprends à identifier les dangers avant qu'ils ne nuisent aux patients. C'est brillant. Penelope sourit fièrement. Puis-je écrire d'autres cas? Tu peux en écrire autant que tu veux et nous organiserons tout pour que d'autres médecins puissent apprendre de toi. 2 mois plus tard, Penelope donna une conférence aux internes de l'hôpital. À 7 ans, elle enseignait aux futurs médecins l'observation clinique et la détection des situations suspectes. « Docteur, dit-elle avec le sérieux d'une professionnelle, vous apprenez à examiner les maladies. J'apprends à observer les gens. Les 2 sont importants. » Le public, initialement sceptique à l'idée d'écouter une enfant, s'est rapidement intéressé aux méthodes simples mais efficaces présentées par Penelope. Quand une personne aime quelqu'un qui est malade, elle agit d'une certaine manière. Quand une personne veut faire du mal à quelqu'un qui est malade, elle agit d'une autre manière. Si vous apprenez à voir la différence, vous pouvez sauver de nombreuses vies. L'un des résidents a levé la main. Penelope, comment avez-vous appris à faire ces observations? Ma mère m'a appris à prêter attention aux sentiments des gens. Elle disait que les sentiments se manifestent dans la façon dont une personne parle, regarde et bouge. Et comment appliquer cela à la médecine? Lorsque vous entrez dans une chambre, ne regardez pas seulement le patient. Regardez qui lui rend visite. Cette personne semble-t-elle prier pour que le patient guérisse ou pour que son état empire? La question a eu un impact sur l'auditoire. C'était une perspective à laquelle ils n'avaient jamais pensé. Le docteur Gregory s'est levé. Penelope a mis au point ce que nous appelons le protocole d'observation comportementale.
Elle a déjà identifié 2 tentatives d'homicide que notre équipe médicale traditionnelle n'avait pas détectées, et elle n'a que 7 ans, a ajouté un autre médecin, impressionné. Penelope s'est approchée du micro. L'âge n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit de sauver des vies. Ce qui compte, c'est d'être attentif et d'agir lorsque quelque chose ne va pas. Après la conférence, plusieurs hôpitaux de New York ont demandé à Penelope de rendre visite à leurs équipes pour leur enseigner ses techniques d'observation. Arthur était fier, mais également inquiet de la responsabilité excessive qui était placée sur les épaules d'une enfant. Penny, veux-tu continuer à donner ces conférences ou préfères-tu te concentrer sur tes études normales? Je peux faire les deux, répondit Penelope. Étudier à l'école m'apprend de nouvelles choses et enseigner aux médecins m'aide à honorer ma mère. Mais tu es encore une enfant. Tu as besoin de jouer, de t'amuser. Je m'amuse en aidant les gens et je joue avec les enfants de la Fondation Joyce Reid. Ils m'apprennent des choses différentes de celles que m'ont apprises les enfants tristes. Arthur sourit. Penelope avait trouvé un équilibre entre être une enfant et être la petite héroïne qu'elle était devenue. D'accord, mais à une condition. Nous organiserons mieux ton emploi du temps. L'école le matin, les jeux l'après-midi et l'hôpital uniquement le week-end. Et les conférences, une par mois maximum. Tu as aussi besoin de temps pour être une enfant. Penelope accepta. Monsieur Arthur, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pensez-vous que ma mère serait heureuse de ce que je fais? Arthur s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de ses yeux. Penny, ta mère ne serait pas seulement heureuse, elle serait fière et émue. Tu as pris toutes les bonnes choses qu'elle t'a enseignées et tu les multiplies pour aider des centaines de personnes. Parfois, elle me manque. C'est normal qu'elle te manque. Mais souviens-toi que chaque vie que tu sauves est une façon de garder ta mère en vie. Ces enseignements continuent à faire la différence à travers toi. Penelope sourit. Donc ma mère aide aussi à sauver des gens, c'est ça? Exactement. Vous formez une équipe tous les deux. Ce soir-là, Penelope écrivit dans son journal « Chère maman, aujourd'hui, j'ai enseigné à de vrais médecins ce que tu m'as appris. Ils ont été impressionnés. Monsieur Arthur a dit que tu étais fier de moi. J'espère que c'est vrai. J'ai sauvé une autre personne aujourd'hui. En fait, c'est toi qui l'as sauvée, car c'est toi qui m'as appris à être attentive. Je promets de continuer à aider les gens comme tu me l'as appris. Et quand je serai grande et que je serai devenu un vrai médecin, je trouverai un moyen pour que tous les médecins sachent comment faire ce que nous faisons. Je t'aime tellement, maman, jusqu'à mes rêves. Pénélope. Arthur trouva le journal ouvert sur la table et, avec la permission de Pénélope, lut la lettre. Il fut ému de voir comment la fillette maintenait un lien constant avec sa mère à travers ses actions. « Penny, aimerais-tu te rendre sur la tombe de ta mère? » Pénélope arrêta de jouer. « Je peux vraiment? »« Bien sûr. Je pense qu'elle aimerait entendre de ta bouche tout ce que tu as fait. » Le samedi suivant, Arthur, Sarah et Penelope se rendirent au cimetière où Joyce Reid était enterrée. C'était un endroit simple, mais Arthur avait fait installer une belle pierre tombale avec une photo de la mère de Penelope. Penelope s'agenouilla près de la tombe et se mit à parler à sa mère comme si elle était présente. « Bonjour, maman. J'ai amené M. Arthur et tante Sarah pour qu'ils te rencontrent. Ils prennent très bien soin de moi, comme tu me l'avais demandé. » Elle lui parla des affaires qu'elle avait résolues, des conférences, de la fondation Joyce Reid, de son rêve de devenir médecin. « Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je comprends maintenant pourquoi tu m'as appris toutes ces choses. Ce n'était pas seulement pour que je sois intelligente, c'était pour que je puisse aider d'autres personnes à traverser ce que nous avons traversé. » Arthur et Sarah Sterling observaient, émus. Penelope discutait naturellement avec sa mère. « Et maman, M. Arthur a dit que quand je serai grande, je pourrai écrire un livre avec tes enseignements. Ainsi, d'autres enfants pourront apprendre à être observateurs comme moi. » Penelope se tut d'un instant, comme si elle attendait une réponse. « D'accord, maman. Je continuerai à être courageuse et à aider les gens, mais je ne suis plus seule maintenant. J'ai une famille qui m'aime et me soutient. » Elle se leva et déposa des fleurs fraîches sur la tombe. « Je t'aime, maman. Merci de m'avoir appris à sauver des vies. » Sur le chemin du retour, Penelope était plus animée qu'Arthur ne l'avait vue depuis des mois. « Monsieur Arthur, maintenant je sais quelle est ma mission dans la vie. Quelle est-elle? Je vais créer une école spéciale pour apprendre aux médecins et aux infirmières à devenir des détectives comme moi. Et je vais apprendre aux enfants à observer et à aider les personnes malades, comme ma mère me l'a appris. Une école de médecine investigative. Oui. Et tu sais comment elle s'appellera? Comment?
l'Institut Joyce Reid de médecine investigative. Arthur sourit. J'aime ce nom. Et quand comptes-tu ouvrir cette école? Quand j'aurai environ 15 ans, répondit Penelope avec le plus grand sérieux. D'ici là, j'aurai sauvé beaucoup de gens et appris beaucoup de choses. 15 ans? Tu ne veux pas attendre d'avoir terminé tes études de médecine? Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Il y a trop de gens qui ont besoin d'aide maintenant. Arthur rit devant la détermination de la jeune fille. Très bien, commençons à planifier l'Institut Joyce Reid. Mais d'abord, tu dois terminer l'école primaire. D'accord. Penelope passa le reste du voyage à planifier son école et à dresser la liste de tout ce qu'elle voulait enseigner aux futurs médecins détectives. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour l'aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, car nous venons de commencer. Continuons. 5 ans passèrent. Penelope, désormais âgée de 12 ans, était une adolescente brillante et déterminée. Elle était devenue une petite célébrité dans le milieu médical new-yorkais, connue comme la fille qui sauve des vies. Au cours de ces 5 années, elle avait identifié 6 autres cas suspects dans les hôpitaux de la ville. Tous se sont avérés légitimes. Tentatives d'empoisonnement, fraude à l'assurance, maltraitance de personnes âgées et même un cas de trafic d'organes. Le protocole Penelope, comme on appelait désormais sa méthode d'observation comportementale, était étudié dans les universités de médecine à travers le pays. Arthur avait tenu sa promesse et finançait la construction de l'Institut Joyce Reid de médecine investigative. Les plans architecturaux montraient un complexe moderne avec des salles de classe, des laboratoires et une aile spécifique de l'hôpital pour les cas suspects. Monsieur Arthur, dit Penelope en examinant les plans de l'Institut, puis-je suggérer un changement? Bien sûr, c'est votre école. Je voulais aussi avoir un espace spécial pour que les enfants puissent apprendre. Pas seulement pour s'occuper des personnes malades, mais pour apprendre à observer et à aider. Vous voulez apprendre aux enfants à devenir des enquêteurs médicaux. Je veux apprendre aux enfants à être attentifs et à aider les gens. Certains deviendront médecins, d'autres infirmiers, d'autres encore travailleront dans différents domaines, mais ils sauront tous reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide. Arthur acquiesça. La vision de Penelope était passée du simple fait de sauver des gens à la création de toute une génération de personnes observatrices et serviables. Intégrons le centre de formation pour enfants dans le projet. Merci, Monsieur Sterling. Je ne veux pas qu'un enfant vive ce que j'ai vécu. Voir quelqu'un qu'il aime en danger et ne pas savoir comment l'aider correctement. Penelope était en 5e et ses notes étaient exceptionnelles. Ses professeurs faisaient souvent des commentaires sur sa maturité et son sens des responsabilités sociales. À la maison, elle avait pour rituel quotidien d'écrire sur ses cas et ses observations. Elle avait déjà rempli 3 cahiers avec des méthodes de médecine d'investigation adaptées aux enfants et aux adolescents. Tante Sarah, dit-elle un dimanche après-midi, « Je peux te dire quelque chose qui m'inquiète? » « Bien sûr, Penny. Qu'y a-t-il? Parfois, je me demande si je ne suis pas en train de passer à côté de mon enfance à cause de toutes ces responsabilités. » Sarah arrêta sa lecture et regarda Penelope attentivement. « Qu'en penses-tu? »« Je ne sais pas. Mes camarades de classe ne s'intéressent qu'aux jeux et aux réseaux sociaux. Moi, je m'inquiète de sauver des vies. Est-ce que c'est normal? » Sarah s'assit à côté de Penelope. « Penny, tu as dû grandir vite à cause des circonstances. Ce n'est pas ta faute, mais parfois, j'aimerais juste pouvoir être normal. » « Et qu'est-ce qui serait normal pour toi? » Penelope réfléchit un instant. « Je ne sais pas, peut-être m'inquiéter des choses normales pour les enfants. »« Mais tu aimes ce que tu fais? » »« J'adore ça. C'est la chose la plus importante dans ma vie. C'est juste que parfois, c'est lourd de savoir que des gens sont peut-être en danger et que je suis la seule à le voir. » Sarah serra Penelope dans ses bras. « Et si on réorganisait ton emploi du temps, tu aurais plus de temps pour des activités normales d'adolescente, hein? Comment ça? Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as jamais eu le temps de faire? » Penelope réfléchit. « J'aimerais apprendre à jouer du piano. Ma mère disait toujours que la musique guérit le cœur. Excellente idée. Quoi d'autre? J'aimerais me faire des amis de mon âge qui ne me voient pas comme la fille qui sauve des vies, mais simplement comme Penelope. On peut s'arranger pour ça aussi. » Penelope hésita. « J'aimerais avoir un jour par semaine où je ne pense pas aux cas médicaux, mais où je suis juste une adolescente normale. » Sarah sourit. « Décidons que le mercredi, tu n'as pas le droit de parler de médecine, d'hôpitaux ou de cas suspects. » Penelope rit. « Interdit. Interdit. Le mercredi,
Tu ne peux être qu'une fille normale de 12 ans. Et si je découvre un cas suspect un mercredi, tu le notes et tu ne peux enquêter que le jeudi. Penelope aimait cette idée. Je peux commencer dès aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est dimanche. Et si on commençait mercredi prochain? D'accord. Ce soir-là, Penelope écrivit dans son journal: « Chère maman, aujourd'hui, j'ai eu une conversation importante avec tante Sarah. J'ai réalisé que j'avais grandi trop vite à cause de tout ce qui nous était arrivé. Parfois, être une enfant me manque. Mais ne t'inquiète pas, maman. Je n'arrêterai jamais d'utiliser ce que tu m'as appris pour aider les gens. Je vais simplement trouver un meilleur équilibre. Je vais apprendre le piano. Tu te souviens que tu me chantais toujours des chansons? Maintenant, je pourrais aussi jouer de la musique pour toi. Je t'aime très fort, Penelope. » Le mercredi suivant, Penelope a vécu sa première journée normale. Elle est allée à l'école, a déjeuné avec des amis, est allée au centre commercial, a regardé un film et n'a pensé à aucun cas médical. À la fin de la journée, elle s'est sentie bizarre, comme si elle avait oublié quelque chose d'important. Tante Sarah, est-ce normal de se sentir coupable de ne pas avoir aidé quelqu'un aujourd'hui? Oui, c'est normal. Tu as développé un sens des responsabilités très fort, mais n'oublie pas que tu ne peux pas sauver tout le monde tous les jours. Mais si quelqu'un avait besoin de moi aujourd'hui et que je n'étais pas disponible? Penny, tu as formé des centaines de médecins et d'infirmières. Tes méthodes sont utilisées dans des dizaines d'hôpitaux. Même lorsque tu n'es pas présente, tes enseignements continuent de sauver des vies. Penelope réfléchit à cela. C'est donc comme si j'étais multiplié. Exactement. Chaque personne que vous avez formée, c'est comme si vous aviez une Pénélope supplémentaire qui surveillait et protégeait les patients. Cette perspective réconforta Penelope. Elle n'avait pas besoin de s'impliquer personnellement dans chaque cas pour continuer à faire la différence. Peu à peu, Penelope trouva un équilibre entre son rôle de jeune enquêtrice médicale et celui d'adolescente normale. Elle commença à jouer du piano, se fit de nouveaux amis à l'école et développa même des intérêts dans des domaines autres que la médecine. Mais son don pour détecter les situations suspectes était toujours aussi aigu. La différence était qu'elle avait désormais appris à ne plus porter seule le poids de sauver le monde. Un samedi après-midi, Penelope était allée à l'hôpital pour rendre visite à des enfants dans la zone de la fondation Joyce Reed lorsqu'un membre du personnel s'est approché d'elle. « Penelope, il y a quelqu'un ici qui aimerait vraiment vous rencontrer. » « Qui est-ce? » « C'est un médecin de Washington, D.C. Elle a dit qu'elle avait mis en œuvre vos protocoles dans 3 hôpitaux là-bas et qu'elle avait réussi à identifier 2 cas suspects. Penelope était ravie. C'était toujours gratifiant de savoir que ces méthodes aidaient des gens dans d'autres villes. Le médecin, le Dr. Carmen Reed, sans lien de parenté avec Penelope, était une femme d'une 40aine d'années au sourire chaleureux. « Penelope, c'est un honneur de vous rencontrer en personne. Je m'appelle Carmen. »« Bonjour, Dr. Carmen. C'est génial que vous veniez de Washington, D.C. Je suis venu spécialement pour vous rencontrer et vous dire quelque chose d'important. » Elles s'assirent dans une pièce plus intime. « Penelope, grâce à vos méthodes, nous avons réussi à sauver une femme de 80 ans qui était empoisonnée par son propre petit-fils. Comment l'avez-vous découvert? » Le petit-fils affichait tous les comportements suspects que vous enseignez à identifier. Il posait des questions sur l'héritage, ne montrait pas d'affection sincère et partait toujours rapidement après ses visites. Et qu'avez-vous fait? Nous avons installé des caméras et découvert qu'il mettait de la mort au rat dans l'eau qu'il apportait à sa grand-mère. Penelope était sous le choc. C'était un cas plus extrême que ceux qu'elle voyait habituellement à New York. La femme s'est-elle rétablie? Complètement, et le petit-fils a été arrêté. Tout cela grâce à vos enseignements. Penelope était émue. Ces méthodes avaient sauvé quelqu'un même sans qu'elle soit présente. Dr. Carmen, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Comment expliquez-vous aux autres médecins que vous avez appris des techniques d'enquête auprès d'une enfant de 12 ans? Le Dr. Carmen a ri. Au début, cela a été difficile. Beaucoup de collègues étaient sceptiques. Mais après avoir vu les résultats, tout le monde a voulu apprendre. Et maintenant, vous êtes considérée comme une pionnière de la médecine d'investigation américaine. Vos techniques sont étudiées dans les universités de tout le pays. Penelope est devenue pensive. Dr. Carmen, cela me donne une idée. Quoi? Et si nous créions un réseau national de médecins enquêteurs? Des personnes spécialement formées pour identifier les cas suspects dans les hôpitaux. Penelope, c'est une idée brillante.
Cela pourrait être une nouvelle spécialité médicale, la médecine d'investigation ou la médecine de protection des patients. Le Dr. Carman s'enthousiasma. Vous proposez de révolutionner la médecine américaine. Je propose qu'aucun patient ne soit victime de personnes mal intentionnées dans les hôpitaux. Et comment mettrions-nous cela en œuvre? Penelope eut une idée. L'Institut Joyce Reed. Quand il sera prêt, il pourrait devenir le Centre national de formation des médecins enquêteurs. Avez-vous réfléchi au programme d'études? J'ai déjà quelques idées. Penelope sortit l'un de ses cahiers. Observation comportementale, psychologie appliquée de la tromperie en médecine, protocole de sécurité hospitalière et techniques d'enquête discrète. Le Dr. Carman regarda le cahier avec admiration. Penelope, tu as 12 ans et tu as déjà créé un programme médical complet. J'ai eu de bons professeurs. Penelope sourit. Ma mère, Monsieur Arthur, tous les patients qui m'ont appris à observer. Puis-je faire une proposition? Bien sûr. Et si je t'aidais à formaliser ces enseignements? Nous pouvons transformer tes cahiers en support pédagogique officiel. Penelope était enthousiaste. Vous feriez cela? Ce serait un honneur de collaborer avec vous et nous pourrions commencer à former officiellement des médecins avant même que l'Institut soit prêt. Comment? Ateliers, séminaires, cours en ligne. Il existe de nombreuses façons de commencer à enseigner immédiatement. Penelope serra le Dr. Carman dans ses bras. Merci de croire en moi. Merci de partager avec nous un don si spécial. Ce soir-là, Penelope parla à Arthur et Sarah Sterling de la proposition du Dr. Carman. Monsieur Sterling, je pense que le moment est venu d'étendre notre travail à l'ensemble des États-Unis. Arthur sourit. Penny, tu ne cesses jamais de m'étonner. À 12 ans, tu planifies déjà une révolution dans la médecine américaine. Ce n'est pas une révolution, Monsieur Sterling. C'est une évolution. La médecine sauve déjà des vies en guérissant des maladies. Désormais, elle peut également sauver des vies en protégeant les patients contre des personnes malveillantes. Et tu es sûr de vouloir cette responsabilité? Penelope réfléchit attentivement avant de répondre. Monsieur Sterling, quand j'avais 5 ans, je vous ai sauvé la vie parce que c'était la bonne chose à faire. Maintenant que j'ai 12 ans, je veux sauver des vies pour la même raison. La différence, c'est que maintenant, je peux le faire à plus grande échelle. Mais tu es encore très jeune. L'âge n'a jamais empêché personne de faire ce qui est juste. Penelope répéta une phrase qui était devenue sa marque de fabrique. Et je ne le ferai pas seul. J'aurai le Dr. Carman, vous, tante Sarah, et des centaines de médecins pour m'aider. Sarah se joignit à la conversation. Penny a raison, papa. Elle ne propose pas de tout faire seule. Elle propose de mener un mouvement. Arthur acquiesça. Très bien. Commençons les ateliers nationaux, mais à une condition. Laquelle? Tu restes aussi une enfant. Tes journées normales sont sacrées. Penelope sourit. Marché conclu, Monsieur Sterling. Médecin enquêteur, du lundi au mardi, du jeudi au dimanche, adolescente normale le mercredi. Et s'il y a une urgence le mercredi, d'autres personnes s'en occuperont. J'ai suffisamment enseigné pour cela. Arthur rit et serra Penelope dans ses bras. Je suis fier de toi, petite héroïne. Merci de m'aider à grandir tout en gardant les pieds sur terre. 3 mois plus tard, Penelope anima son premier atelier national sur la médecine d'investigation. L'événement a eu lieu à New York et a réuni des médecins de tous les États-Unis. À 12 ans, elle est montée sur scène avec l'assurance de quelqu'un qui a sauvé plusieurs vies et développé des méthodes uniques d'investigation médicale. Mesdames et messieurs les médecins, a-t-elle commencé quand j'avais 5 ans? J'ai sauvé la vie d'un homme parce que j'ai prêté attention à des choses que vous n'aviez pas remarquées. Aujourd'hui, à 12 ans, je veux vous apprendre à voir ce que je vois. Le public, d'abord surpris d'écouter une préadolescente, s'est rapidement intéressé au contenu présenté. La médecine traditionnelle se concentre sur la guérison de ce qui se trouve à l'intérieur du corps. La médecine d'investigation se concentre sur la protection du corps contre ce qui vient de l'extérieur. Penelope a présenté des cas réels, des méthodes d'observation et des protocoles d'action. Sa présentation a duré 3 heures, mais le public est resté attentif pendant tout ce temps. Avant de terminer, a-t-elle dit, je voudrais partager quelque chose de personnel. Tout ce que je sais, je l'ai appris de ma mère, qui était femme de ménage dans ce type d'hôpital. Elle m'a appris qu'il est aussi important d'observer avec le cœur qu'avec les yeux. Alors, lorsque vous retournerez dans vos hôpitaux, souvenez-vous que vous n'êtes pas seulement des médecins, vous êtes aussi des protecteurs. Chaque patient que vous sauvez d'une mauvaise personne est une victoire de la médecine contre le mal.
Le public s'est levé pour l'applaudir longuement. Penelope avait réussi à inspirer des centaines de médecins expérimentés grâce à sa vision unique de la médecine. Après l'atelier, des dizaines de médecins l'ont approché pour lui poser des questions et partager des cas similaires dont ils avaient été témoins dans leurs propres hôpitaux. Penelope a déclaré: « Docteur du Texas, vous nous avez ouvert les yeux sur quelque chose qui a toujours été là, mais que nous n'avions jamais remarqué. » Le médecin lui a répondu: « Ma mère disait toujours que parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un pour nous montrer où regarder. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Vous allez tous retourner dans vos villes et commencer à observer. Et si vous découvrez quelque chose de suspect, contactez-moi. Nous le résoudrons ensemble. » Le médecin a souri. Un réseau national de médecins enquêteurs dirigé par une fillette de 12 ans. Qui l'aurait imaginé? Dirigé par une fillette qui a été formée par une femme très sage. Le corrigé Penelope. Et qui a maintenant des centaines de médecins sages pour l'aider. À la fin de l'événement, le Dr. Carmen s'est approché de Penelope. « Comment vous sentez-vous après votre premier atelier national? J'ai l'impression que ma mère est ici avec moi, fière de ce que nous avons réussi à accomplir ensemble. » Elle est certainement fière. Penelope regarda l'auditorium, encore rempli de médecins discutant des méthodes qu'ils avaient apprises. « Dr. Carmen, je pense que nous avons lancé quelque chose d'important aujourd'hui. » Absolument. Le mouvement de la médecine d'investigation est officiellement né. Et vous savez ce qui est le mieux? Quoi? À partir de demain, des centaines de patients seront mieux protégés parce que les médecins de tout le pays les observeront d'un autre œil. Le Dr. Carman serra Penelope dans ses bras. « Vous avez transformé une tragédie personnelle en salut pour des milliers de personnes, Penelope. C'est ma mère qui l'a transformé. Je n'ai fait que suivre ses enseignements. » Ce soir-là, Penelope écrivit dans son journal: « Chère maman, aujourd'hui, j'ai enseigné à 300 médecins ce que tu m'as appris. Ils étaient très intéressés et ont posé beaucoup de questions intelligentes. Je pense que tu serais fière de voir combien de personnes vont être sauvées grâce à ce que tu m'as enseigné quand j'étais petite. Monsieur Arthur a dit que tu es la co-auteur de tout ce que je fais. J'aime penser cela. Toi et moi sauvons des vies ensemble. Je t'aime pour toujours, maman. Pénélope. » Arthur trouva Pénélope en train de terminer son écriture. « Comment s'est passé ton premier atelier national? Incroyable. Et aussi un peu effrayant. » « Effrayant? J'ai réalisé que j'avais désormais la responsabilité de guider des centaines de médecins. C'est une lourde responsabilité pour une fille de 12 ans. » Arthur s'assit à côté d'elle. « Penny, tu n'as pas apporté cette responsabilité toute seule. Tu as toute une équipe qui te soutient. Je sais, mais si je fais une erreur, si j'enseigne quelque chose de faux et que cela fait du mal à quelqu'un, penses-tu que ta mère était sûre de tout lorsqu'elle t'a appris à observer les gens? » Penelope réfléchit. « Probablement pas, mais elle te l'a enseigné quand même parce qu'elle pensait que c'était important. Et regarde combien de vies tu as sauvées grâce à ces enseignements. Parfois, il faut donc agir même si l'on n'est pas absolument certain. » Exactement. L'important est d'agir avec de bonnes intentions et d'être toujours prêt à apprendre et à s'améliorer. Penelope se sentit plus à l'aise. « Monsieur Arthur, je peux vous confier un secret? » « Bien sûr. Parfois, je parle à ma mère dans mes pensées. Je lui demande conseil sur des cas difficiles. Et elle te répond? En fait, elle m'a déjà donné toutes les réponses quand j'étais petite. Quand j'ai un doute, je me souviens de ce qu'elle dirait. » Arthur sourit. « Ta mère a élevé une médecin légiste très spéciale. Elle a élevé une fille qui n'oubliera jamais d'aider les personnes en difficulté. » Arthur serra Penelope dans ses bras. « Et j'ai eu la chance d'être sauvé par cette fille spéciale. Et j'ai eu la chance de trouver une famille qui m'aide à honorer la mémoire de ma mère. Penny, tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour quoi que ce soit, n'est-ce pas? » « Oui, je sais, monsieur Arthur. Vous êtes comme un père pour moi et vous êtes comme une fille pour moi, la fille la plus courageuse et la plus spéciale que je puisse avoir. » Penelope sourit et se blottit dans les bras d'Arthur. « Demain, c'est mercredi, ton jour pour être une adolescente normale. » « Exactement. Je vais jouer du piano, passer du temps avec mes amis et faire comme si je ne savais rien de la médecine légale. Tu y arriveras? » « J'essaierai, mais si je vois quelque chose de suspect, tu prends des notes et tu n'enquêtes que jeudi. » Ils finirent tous les deux en même temps en riant. « Maintenant, va dormir, petite héroïne. Demain, tu as une journée importante où tu dois être normale. » Penelope se leva et donna un baiser de bonne nuit à Arthur. « Bonne nuit, monsieur Sterling. Merci de me laisser être une enfant, moi aussi. »
Merci de m'avoir appris que les héros existent vraiment et qu'ils n'ont parfois que 5 ans lorsqu'ils commencent à sauver des vies. Penelope se rendit dans sa chambre en souriant. Elle avait trouvé l'équilibre parfait entre honorer la mémoire de sa mère, sauver des vies et rester une adolescente normale. Et dans la pièce voisine, Arthur réfléchissait à la façon dont sa vie avait été complètement transformée par une petite fille qui avait simplement prêté attention là où tous les adultes avaient échoué. Le lendemain matin, Penelope se réveilla déterminée à passer une journée normale, comme chaque semaine. Elle prit son petit déjeuner avec Sarah, alla à l'école et évita délibérément toute conversation liée à la médecine ou à des cas suspects. Pendant la récréation, ses amis commentèrent l'atelier qu'ils avaient vu à la télévision locale. « Penny, c'était incroyable de te voir à la télévision en train d'enseigner aux médecins, » dit Sharon, sa meilleure amie à l'école. « Aujourd'hui, c'est mercredi, mon jour pour être normal. » « On peut parler d'autre chose ?» répondit Penelope en souriant. « Mais tu es célèbre. Le mercredi, je suis juste Penelope, une élève de 5e qui veut en savoir plus sur le contrôle de maths de la semaine prochaine. » Ses amis rirent, mais respectèrent son souhait de passer une journée normale. Après l'école, Penelope alla à son cours de piano. Elle apprenait une chanson que sa mère fredonnait quand elle était petite. « Très bien, Penelope, » dit son professeur de piano, M. Marcos. « Tu progresses rapidement. » « Merci, professeur. Je veux pouvoir jouer cette chanson à la perfection. Elle a une signification particulière pour toi? C'est une chanson que ma mère chantait. Je veux pouvoir la lui chanter à travers le piano. » Monsieur Marcos sourit. La musique est une très belle façon d'honorer la mémoire de quelqu'un. Penelope passa 1 heure à s'exercer, entièrement concentrée sur la musique. Elle ne pensait ni à la médecine, ni aux cas suspects, ni à ses responsabilités. Elle était simplement une fille qui jouait du piano. Après le cours, elle retrouva Sarah pour aller au centre commercial. Elles achetèrent des vêtements, mangèrent une glace et regardèrent un film comique. « Comment se passe ta journée habituelle ?» demanda Sarah. « Bizarre, mais bien, » admit Penelope. « C'est relaxant de ne pas avoir à penser à sauver quelqu'un pendant une journée. As-tu l'impression de passer à côté de quelque chose d'important? » Au début, oui. Mais maintenant, je réalise qu'il est important de se reposer l'esprit. Demain, je reviendrai plus concentré. Ta mère serait fière de te voir trouver l'équilibre. Je pense que oui. Elle disait toujours que la vie doit aussi avoir ses moments de joie. À la fin de la journée, Penelope se sentait revigorée. Sa journée normale était exactement ce dont elle avait besoin. Le jeudi, elle a repris ses activités de médecine d'investigation avec une énergie renouvelée. Elle avait reçu 5 courriels de médecins de différents États signalant des cas suspects qui nécessitaient des conseils. Dr. Carmen a-t-elle dit lors d'une vidéoconférence, « Il semble que notre mouvement se développe rapidement. Penelope, j'ai été contacté par des médecins de 15 États différents. Ils veulent tous mettre en œuvre vos protocoles. C'est formidable, mais cela signifie également que nous devons mieux nous organiser. Que suggérez-vous? Que diriez-vous de créer un système de mentorat? » Les médecins plus expérimentés en médecine investigative guideraient les débutants. Excellente idée, et vous pourriez superviser l'ensemble du système. Penelope hésita. Dr. Carmen, je pense que nous devons y réfléchir attentivement. Je ne peux pas superviser seul des médecins de tout le pays. Je n'ai que 12 ans et je dois encore étudier. Tu as raison. Comment pouvons-nous nous réorganiser alors? Que diriez-vous de créer des coordinateurs régionaux, des médecins expérimentés dans chaque région du pays, qui connaissent bien mes méthodes et peuvent former d'autres personnes localement, et vous seriez comme une consultante nationale. Exactement. Je pourrais organiser des ateliers périodiques, résoudre des cas très complexes et continuer à développer de nouvelles méthodes, mais le travail quotidien serait effectué par les coordinateurs régionaux. Le Dr. Carman était impressionné. Penelope, vous pensez comme une véritable chef d'organisation. J'ai appris cela de M. Arthur. Il dit toujours, « Un bon leader crée d'autres leaders, pas des subordonnés. Mettons ce système en place. Pouvez-vous m'aider à identifier des coordinateurs potentiels? » Bien sûr. J'ai déjà quelques idées basées sur les médecins qui ont participé à l'atelier. Penelope passa les semaines suivantes à développer la structure organisationnelle du mouvement de médecine d'investigation. Elle créa des manuels de formation, des protocoles d'action et des critères de sélection des coordinateurs régionaux. Arthur observait avec admiration Penelope évoluer d'une enfant
qui sauvait des vies individuellement à une jeune leader créant un système national de protection des patients. Penny, lui dit-il un soir, tu te rends compte que tu es en train de révolutionner la médecine américaine? Je fais simplement ce que ma mère m'a appris, mais à plus grande échelle. Et comment te sens-tu face à toutes ces responsabilités? Penelope réfléchit attentivement. Je me sens honoré, mais je suis également consciente que je dois continuer à apprendre. Chaque nouveau cas m'apprend quelque chose de différent. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de décevoir les personnes qui me font confiance et j'ai peur que mon ego prenne de l'ampleur à cause de toute l'attention que je reçois. Arthur était fier de la maturité de sa réponse. Comment empêchez-vous votre ego de prendre le dessus? Je me souviens toujours que tout a commencé avec une fillette de 5 ans qui essayait de sauver quelqu'un parce que c'était la bonne chose à faire. Et je me souviens que chaque vie sauvée est le résultat des enseignements de ma mère, et non de mon talent personnel. Votre mère vous a vraiment très bien élevé. Elle m'a préparé à aider les gens, pas à être célèbre. La célébrité n'est qu'une conséquence. Arthur serra Penelope dans ses bras. Gardez toujours cette humilité, Penny. C'est ce qui te rend spécial. J'essaierai, M. Arthur. Et si vous remarquez que je deviens prétentieuse, dites-le moi. Marché conclu. 2 mois plus tard, le système national de médecine d'investigation était opérationnel. Penelope avait formé 15 coordinateurs régionaux qui, à leur tour, formaient des médecins dans leurs régions respectives. Le premier rapport national a montré des résultats impressionnants. 43 cas suspects avaient été identifiés en 3 mois, ce qui avait abouti à 37 interventions réussies et 6 arrestations. Penelope a déclaré le Dr. Carman lors de la réunion d'évaluation. En moins d'1 an, vos méthodes ont sauvé au moins 37 vies à travers le pays. Penelope a souri, mais est restée concentrée sur les chiffres. Et les 6 cas où nous n'avons pas pu intervenir à temps. 5 étaient des cas où les symptômes ont été identifiés trop tard. 1 était un cas où les autorités locales n'ont pas agi correctement. Nous avons donc encore du travail à faire. Nous devons améliorer la formation à l'identification précoce et créer des protocoles plus efficaces pour les situations où les autorités locales font preuve de négligence. Le Dr. Gregory, qui participait à la réunion, était impressionné. Penelope, vous analysez ces données comme une épidémiologiste expérimentée. Chaque vie qui n'est pas sauvée représente un échec de notre système. Nous devons tirer les leçons de ces échecs pour les éviter à l'avenir. Mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Penelope. Je ne peux peut-être pas sauver tout le monde, Dr. Gregory, mais je peux créer des systèmes qui augmentent les chances de sauver davantage de personnes. Penelope a présenté un plan visant à étendre la formation, comprenant des protocoles spécifiques pour différents types de cas suspects et des partenariats avec les autorités policières locales. De plus, a-t-elle poursuivi, je souhaite développer une application permettant aux médecins de signaler les cas suspects et de recevoir des conseils en temps réel. Une application, a demandé le Dr. Carman. Oui. Imaginez un médecin dans une petite ville de campagne qui identifie quelque chose de suspect mais n'est pas sûr. Il peut photographier les preuves, décrire les comportements et recevoir immédiatement des conseils de coordinateurs expérimentés. Arthur, qui assistait à la réunion, sourit. Penelope proposait d'utiliser la technologie pour étendre encore davantage la portée de ces méthodes. Et qui développerait cette application? Je peux en parler à des programmeurs, M. Arthur le sait. L'important, c'est qu'elle soit facile à utiliser et sécurisée afin de protéger la vie privée des patients. Le Dr. Gregory secoua la tête avec admiration. Penelope, vous avez 5 longueurs d'avance sur nous tous. Je ne pense pas à l'avenir, Dr. Gregory. Je pense aux personnes qui pourraient avoir besoin d'aide demain. La réunion s'est terminée par la nomination officielle de Penelope au poste de directrice nationale de la médecine d'investigation, un titre créé spécialement pour elle par le Conseil médical régional de la ville de New York. À 13 ans, Penelope est devenue la plus jeune personne de l'histoire des États-Unis à recevoir un titre officiel dans le domaine médical. Que pensez-vous de votre nomination au poste de directrice nationale? Lui a demandé un journaliste après la cérémonie. Je me sens responsable de continuer à honorer la mémoire de ma mère et à sauver des vies comme elle me l'a appris. Et qu'en est-il de votre jeune âge pour assumer une telle responsabilité? L'âge n'a jamais empêché personne de faire ce qui est juste. Et je ne suis pas seul dans cette aventure. Des centaines de médecins m'aident. Quel message souhaitez-vous adresser aux autres enfants qui veulent faire bouger les choses? Penelope réfléchit un instant. Soyez attentif au monde qui vous entoure.
Parfois, la réponse à de grands problèmes se trouve dans de petits détails que vous seuls pouvez voir. Après l'interview, Penelope est rentrée chez elle pour fêter cela avec Arthur et Sarah. Directrice nationale à 13 ans, dit Sarah. Ta mère serait fière de toi. Je l'espère. Mais ce titre ne change rien. Je suis toujours la même Penelope qui veut sauver des vies. Et tu es toujours la même fille qui, le mercredi, fait semblant de ne rien connaître à la médecine, plaisanta Arthur. Bien sûr, demain, c'est mercredi, un jour où je serai tout à fait normal. Et que feras-tu pendant cette journée normale? Je jouerai du piano, j'étudierai pour mon contrôle d'histoire, et je passerai peut-être du temps avec mes amis, comme toute adolescente de 13 ans. Arthur et Sarah sourirent. Penelope avait réussi à conserver son âme d'enfant, malgré toutes les responsabilités qu'elle assumait. Ce soir-là, Penelope écrivit dans son journal « Chère maman, aujourd'hui, je suis devenue directrice nationale de la médecine d'investigation. C'est un titre important, mais il ne fait que confirmer ce que je faisais déjà, à savoir utiliser tes enseignements pour sauver des vies. Nous avons déjà sauvé au moins 50 personnes grâce à ce que tu m'as appris. Je pense que cela te rendrait heureuse. Le plus cool, c'est que j'ai maintenant des centaines de médecins qui ont également appris à observer comme tu me l'as enseigné. C'est comme si tu avais de nombreux enfants de médecins répartis dans tout le pays. Demain, c'est mercredi, mon jour pour être normal. Je jouerai cette chanson que tu chantais. Chaque fois que je la joue, j'ai l'impression que tu es là avec moi. Je t'aime pour toujours, maman. Penelope Sterling Reid, directrice nationale de la médecine d'investigation. Penelope ferma son journal en souriant. Elle savait qu'elle avait trouvé le but de sa vie, transformer la tragédie de la perte de sa mère et un salut pour d'autres familles. Et demain, après une journée passée à être une adolescente normale, elle poursuivrait ce travail avec la même détermination qu'elle avait eue à l'âge de 5 ans, lorsqu'elle avait sauvé un millionnaire inconnu simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Fin de l'histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire de Penelope, une fille qui a transformé sa douleur en force pour sauver des vies? Dites-le nous dans les commentaires. Pensez-vous que les enfants peuvent avoir ce genre de capacité d'observation? Chamber on me. Always. Oh, boss. I need help. Je peux te heal. Ракетный залп. Going mid. Here. One HP sauve. 120. Ouais, comment je rate ça? Il est nul en plus. Il est où, ça va? Main. Droite, non? Ah, en tout cas, il a un HP. Hein. Il a un HP le sauve à la team. Le sauve, il a un HP. J'aime pas les Yeah, watch out. Oui, Watch out. Don't pick. je me suis un peu... Nice. Je me suis rattrapé. Non, he's on the right. Nice. Insane, guys. Good job. Je me suis rattrapé. On va la win. Bah oui, on va la win. Да мне без разницы, 5 их или Come 5. on, we try. I think you So need where to do you want me jump. to TP? Can you buy me a man, You please? jump here, you can? Or TP here? After TP on the pyramid. Remontada. You can't? I don't know. Maybe I'm too stupid. It's I don't think so. I don't think so, I can. Ищу целей. It's A. Hey, Nothing big. What I will fast TP here probably. I like that. I have ult for retake. I shot mid. We have no mid. One going mid. back. Yeah, one mid. 1 main. One I main. Ooh, so one man. On me. Watch out behind you, Sage. Encore. Ракета пошла. I have ult. Wait. They don't have money. Main. Going They main A. Après, il y en a un qui rotate peut-être. Режу измерение.
Toujours main, les deux main. Остался один Both. враг. One more, one more. Okay, nice. Nice, good Nice. job. Let's go. Let's go Winnable. Okay, I'm gonna ult on B, okay, guys? Yes. Okay. So you can maybe play 3 on A, just 1 with me mid. I will go mid. I will go mid. Hey, Ah, they ult. have many ults too. Okay. We also have ult, it's okay. They don't have many money, okay? Again. Tu joues avec moi, avec ça? Yes. Ok, je vais ulti et moi je me cache dans le corner qui est ici parce qu'il est pas pris par l'ult. Ok. Vas-y. We can play A retake. On We wall are and B. far away. Je vais quand même wall si Поиграть jamais. захотелось. Поиграем. Maybe A. Ракета One way, запущена. two elbow. Заряд Well and активен. wiper. Let them push, let them push. I need to. Okay. Wall down. OP mid. Oh là Ok, là. don't pick comment, please. Mid, mid. Vas-y, va. I'm going up probably. C'est go non. Merde. Je pensais pas que le Chamber il allait ult. Si tu peux essayer de me raise au Ma mid. raise. Ouais. Yes. Moi, Attends, je t'es au suis... top ou... Ouais, je suis top mid. Tell me if they Allez, Vult, on est. В этот раз без ошибок. Спайк установлен. Остался один враг. Okay, play together. She's not in... К тому все и шло. Ракета пошла. У меня пусто. Wait, I drone. Запускаю дрон. Oh, close, close, close. Nice. Nice. Let's go. Bien joué. Merci pour la raise, même si tu t'es fait tuer juste T'as après. carry, t'as Tu sais que carry. je m'en doutais, hein, je me suis Oh dit, là mais là. bon, pas On a c'est une arme. Voilà, c'est une arme avec la raise. Баллистика Ouais, let's заточена go la под легкие team. убийства. А если не выйдет? Ладно. Oui, можно les жаловаться belles. не J'ai стану. quoi des RR 56. Oh, bro, il me faut 3 wins. Oh, ça va être un enfer. Il est déjà 23h. Je pense que je vais laisser la recup pour demain. Hein. Je vais aller. Demain, c'est journée tryhard. Ouais, Demain, c'est hyper journée ennuyé. tryhard. Il y a un moment où je recup Omen, demain, okay, journée tryhard. you can smoke on my ping, please. Yes, instant or when they come Yeah, in? instant, instant. Okay. Wait, I can't smoke this far. Fuck. Sorry. Ракета It's a запущена. bit shitty smoke. It's A, it's A. B, B, B. B. Never mind. Oh shit. Oh, elbow, elbow, elbow. Derrière toi, à ta droite, là, là. Спайк oui, non, ça Ракета va. пошла. Остался один Ладно. враг. Nice. J'ai trop Insane. parlé, That's fucking wrong. comme Good ça. play. Vous m'avez pas entendu? Bah, je comprenais pas, c'était où? My bad. En fait, j'ai ping elbow 8 fois et comme t'as kill Nemo, je me suis dit c'est bon. Et puis j'étais en mode, mais non, c'est Willy qui m'a kill. И далее. Elle était où, du coup? J'ai même pas vu. À ta droite, elbow, et en fait, elle a fait le tour et du coup, elle t'a push. Nonchalant. Là? Nonchalant, Ah, clutch. Я Clutch J'avais pas nonchalant, de- la team. J'ai потом вашу aucune émotion, le Good clutch. job, Chem. косячки. You too. Ah, j'ai plus de. Ah, ouais, t'as vu, mais je vous dis, ça, c'est un bon terreau. Vas-y, c'est pas les terreaux qu'on a eu. Hein. J'adore ton terreau, Kata. Willy. Ah non, mais enfin un bon terreau, frère. Je suis fière de mon terreau. Ça y est, je suis traumatisée par les terreaux qu'on a eu là. Oh. Wall, Viper Je en suis main. traumatisée par les terreaux qu'on a eu, frérot. Bruh. Ищу цели. Break drone, plus. Je suis abasourdie. 2 mid. B ou pas? Non, je pense pas. À moins qu'il se cache. Quel niveau, même? Well is mid. Thank you. Oh, it's Willy. Spike. Crouch. Oh. One mid. Et Willy Spike en on. mid. Spike. Спайк на А. Oh, Alors, Nemo, elle merde. troll, elle joue toute seule. Je sais pas, ça fait quoi. Mais Well tu es was là, double doors. tu es là où elle est, s'il vous plaît. Where is the spike? You can ping? On A main. It's here. It's here on me. Okay, I'm coming. Viper, she coming top A. Остался Coming один to- Oh, Oh. what fuck she's there, It's okay, man. it's okay, it's okay, Fuck. it's okay.
Остался один враг. Спайк Oh, une Ah, oh, petite. not sure. Bien I joué. don't know, Unlucky, she was unlucky. on mapping. Au Sorry. moins, t'as tué là où elle est, merci, Oh, j'ai une le- assist. Franchement, nice shot My de bad. où il It est. was Hein. my bad. Ouais, de fou. Ouais, il m'a mis. Bah, il a piqué Don't Imo, je push, sais pas quoi là. guys. Play safe, please. Yeah. Don't pick mid. Just wait them on site. Yeah, I They- know. It's okay. They have ult, okay? Be careful. And Neon playing a lot alone, okay? It's second time she pushing me alone. Viper on B. If it's say smoke, I'm gonna play in your smoke comment. I have Okay, nobody. If it's B, you can smoke this time on my ping here. Me. On On B. me, on me. Two on B. Один подавлен. Puis on B. Ракета запущена. Одного за Euh... Ракета запущена. Заряд активен. One on site. Yeah. Oh, fuck. Yeah, near backs up. здесь. One elbow again. Watch out, you don't have any mid control. Pepper, watch out. Цель устранена. Я помогу. I'm gonna raise. Спайк установлен. Oh, never mind. Actually, you can, so. Тут оружие. Nice J'ai shot. pas dit. Oh, on n'a pas le droit.